Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des webinaires avec Yvette Mobile. Mon nom c'est Hélène Perrin, je suis vétérinaire, c'est moi qui fais le host, l'animatrice. Ce soir, nous avons Dr. Josée Marcoux ben là, je pense que vous la connaissez, là, elle a on peut pas dire spécialiste encore en Oui. dentisterie parce que c'est pas encore le terme approuvé au Québec, mais elle a fait sa résidence et elle a passé ses boards en dentisterie. Josée, écoutez, on a plein de petits points à dire avant de commencer. Un que moi, je voudrais dire, c'est vraiment allez vous abonner à la page d'entreprise Yvette Mobile sur YouTube. J'ai vraiment créé deux folders, donc un pour anesthésie puis un pour dentisterie. J'ai souvent des gens qui me contactent sur Messenger qui cherchent des conférences spécifiques. Fait que si vous avez la date, habituellement, je mets la date dans la conférence. Le titre est assez bien détaillé. Donc, vous pouvez trouver anesthésie ou dentisterie. Tous les webinaires, je pense que pour Josée, tu es rendu à 32 ou Ah 33. ouais? Oui, ouais, vraiment, je Ce que j'allais t'impressionne. dire, si vous tapez Yvette Mobile dans YouTube, il n'y a pas 36 possibilités, là. Vous allez vous ramasser sur notre channel, Exactement. là, puis de là, ben, vous fouillez dans ce que vous voulez, tu sais. Exactement. Puis en vous abonnant, ben, vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouveau vidéo qui sort. Donc, première chose. Deuxième point, super important, notre prochain webinaire, cette fois-là, ça va être anesthésie. On va parler de probablement un des aspects le plus important de l'anesthésie, c'est l'hypothermie. C'est Valérie Fortin, qui est une des, je pense qu'on en a juste deux ou trois au Québec, là, des Il y a trois en TSA. tête, mais je ne suis pas certaine. Trois, oui, vraiment un record pour la province. C'est une tech qui est certifiée, mais aussi une TVS, Tech Vet Specialized, et en anesthésie et analgésie. Et elle va vous parler de vraiment comment qu'on fait pour vraiment la détection de l'hypothermie, la gestion, puis les conséquences très pratico-pratiques. La date, c'est le 21 avril, donc le lundi après Pâques, lundi de Pâques à 19 heures comme d'habitude. Je vais envoyer l'invitation dans la prochaine infolette. Good. Un autre point maintenant, l'AMVQ, le congrès arrive à grands pas, c'est dans 2 semaines, donc ça commence le 2 avril, je crois, vendredi. Josée va donner une conférence le vendredi à 5 heures parce qu'elle est comme ça, Josée, elle a passé en grand la première journée, mais la dernière conférence. Et ce Ouais. webinaire-là, aujourd'hui, c'est un peu un préambule à le sujet qui va être abordé, qui est aide à prendre une décision à extraire ou ne pas extraire. Donc, ça va être vendredi au Palais des Congrès à 17 heures. Donc, si vous écoutez bien ce soir, la thématique est sur le comment bien détartrer, bien, ça va vous aider à faire une bonne assise pour les notions qui vont être aussi abordées, mais plus en profondeur pour le vendredi, la première journée du congrès de la MPQ. Oui, parce que là, aujourd'hui, on va parler de comment sauver les dents, mais aussi de pourquoi, mais comment faire la technique pour maintenir une dent en bouche si on décide de la maintenir. Donc, dans votre aide à la décision, si vous voulez les garder, il va falloir faire ce qu'on voit aujourd'hui. Super. Autre petit point, le cellulaire de dentisterie n'existe plus. Donc, on ne l'appelle pas. C'est le cellulaire de quelqu'un qui a quitté l'équipe. Elle a décidé de prendre son cellulaire personnel. Bon, donc, s'il vous plaît, utilisez le numéro de téléphone de Yvette Mobile et la personne va rediriger votre appel. Donc, je répète, on n'utilise plus le cellulaire de dentisterie. On prend celui d'Yvette Mobile et votre appel, votre demande d'information va être redirigée. Donc, je pense que pour le moment, ça va être comme ça. José, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton service? Parce que qu'est-ce Oui, qui s'en vient aussi au niveau de un outil pour vous aider à soumettre vos cas? oui, on espère que ça va être un bon outil. Fait qu'on on change de logiciel, fait qu'on va pouvoir faire directement, vous allez pouvoir faire les requêtes directement dans Timeless, qui est le même logiciel là, que d'autres spécialistes utilisent déjà. En dentisterie, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Vous allez avoir juste 3 requêtes possibles: interprétation de radio, consultation, puis procédure. Fait que, that's it. J'ai essayé aussi, oui.
Je vais juste mentionner Timeless. Pour nous, dans le domaine des spécialistes, c'est une plateforme qui est super connue, pour les généralistes un peu moins. Vous l'avez sûrement tous vu, vous savez peut-être pas le nom. En fait, c'est la Ah, plateforme que la majorité des radiologues, radiologistes utilisent pour transmettre des requêtes ou aussi transférer leur image. Donc, quand vous allez sur le site de Animage, DMVet, j'essaie de pas les nommer, mais ça a l'air que c'est non, pas grave. mais ça aide, là. Donc, la page que vous arrivez, c'est la plateforme Timeless. Fait que vous allez vous reconnaître. On va envoyer plus d'informations sur comment accéder. Vous allez tous avoir, les cliniques vont déjà avoir leur profil de fait. Fait qu'on va tout vous revenir. Bombardez-nous pas de questions sur vos accès. Quand ça va être le temps du lancement, qu'on vise vers mai, on ne veut pas se commettre avec une date. On va vous dire comment accéder à vos dossiers et aussi si vous avez déjà, vous êtes probablement déjà, vous avez déjà utilisé ce service d'animage ou DMVET, mais comment faire pour vous transférer d'une page d'entreprise à l'autre. Fait que faites-vous-en pas, ça va être très simple. C'est juste pour vous préparer psychologiquement que ça s'en vient. Donc, Josée, je m'excuse, je t'ai comme Et coupé. donc, je vais avoir raccourci les requêtes avec le nouveau logiciel. Euh, J'attends vos commentaires si vous trouvez ça encore trop long, trop compliqué ou c'est bref, si je peux faire mieux de mon côté, ça va me faire plaisir de recevoir vos commentaires là, quand ça sera le temps. Super. Bon. Est-ce que tu as des petits points à dire pour le service? Je sais que tu es quand même activement occupé ces Non, temps-ci. ben, en ce moment, ça continue comme d'habitude, c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez des questions, des demandes estimées, vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel, ça me faire plaisir de vous répondre. Euh, Avec le changement de logiciel, c'est un petit peu plus touché pour moi, les estimés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi le nom du patient parce que je vais vous envoyer des estimés écrits chiens sinon. Euh, donc, vous voulez quelque chose, ça me fait plaisir. Juste le petit nom du patient, on va tous se retrouver beaucoup plus facilement. Puis, encore une fois, si vous voulez des consultations, ça se fait les vendredis en vue des procédures. Vous faites une requête de consultation, puis ben, les procédures, c'est les mardis, mercredis, jeudis. Puis, ça ressemble à ça. On a à peu près 2 semaines d'attente, ça va bien, là. Fait qu'on est encore capable de prendre les cas rapido, puis voilà. Super. Donc, puis un petit rappel aussi que tu as ton service d'interprétation de radiographie Oui, si dentaire. vous êtes mal pris puis que vous êtes en procédure ou par après, là, il n'y a pas de problème. Si ça presse pas, j'ai fait aussi. Mais si vous êtes mal pris en procédure puis que vous vous demandez quoi faire avec une dent, vous pouvez m'envoyer une demande d'interprétation de radio. C'est 66 plus taxes. Ça, c'est le prix que je vous charge. Vous êtes libre de charger ce que vous voulez au client ou pas du tout. Fait une question, une radio, ce que j'aime dire, mais c'est pas une question de radio, c'est plus comme une question, une dent. Euh, mais vous pouvez m'envoyer plusieurs radios de la même dent. Même, je vous encourage à envoyer plusieurs radios de la même dent. Je vous encourage fortement à m'envoyer la radio de l'autre côté, puis à m'envoyer des photos cliniques, puis à me donner aussi les trouvailles de votre examen clinique. Est-ce que la dent est mobile? Est-ce qu'il y a des poches parodontales autour? Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Plus que j'ai d'informations, plus que ça va m'aider à prendre la décision avec vous, euh, comme si j'étais là. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir. Fait que, allez-y. Puis, si vous êtes sous anesthésie, ou votre patient plutôt, euh, n'hésitez pas, en moment que vous m'envoyez le courriel, à aussi appeler la réceptionniste pour me dire de regarder le courriel immédiatement parce qu'évidemment, en clinique ou dans le tour, peu importe, je ne suis pas tout le temps collée à mes courriels. Puis ça me déçoit toujours de voir votre courriel 4 heures plus tard puis de me rendre compte que j'ai raté le bateau. Donc, n'hésitez pas, là, c'est ça qu'on veut que vous appeliez quand c'est stable. Super. Fait qu'on va commencer. Ceci, c'est beau. Je pense que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur limer des dents de poisson. Je croyais sincèrement que c'était une blague. Mais Et j'ai là, déjà fait, c'était une fracture de mâchoire, mais de poisson. incroyable. Je l'apprends tous les jours. Mais je sais pas ça veut dire quoi, l'OH, mais, ou IOH, bref. Mais c'était un tétradon que moi j'ai fait, mais on peut s'en reparler. Non, c'est pas Une ça. ouache. Mais Ah, j'ai déjà travaillé sur un poisson, fait que je peux sûrement. super. Donc, on commence les bases du Oui. détartrage. Et là, j'ai une vraie présentation, fait que là, je suis toute perturbée. Euh, Share. C'est ici.
OK. Euh, donc, je voulais... Attendez, le chat, j'ai juste moyen de voir ça en même temps. OK. Donc, je voulais parler un petit peu du détartrage, autant les millions d'instruments que on a, puis qu'on ne sait pas la différence, souvent on ne sait pas tout le temps bien à quoi ils servent. Souvent, c'est les instruments qui ont été achetés par un clinicien avant, comment les appliquer, comment les entretenir, comment les tenir, comment les utiliser. Fait qu'on va en parler. Puis, en fait, aussi, je veux aussi mettre l'emphase beaucoup sur le fait que les détartrages, on a souvent l'impression que c'est un geste banal qu'on fait ou qu'on n'a pas accompli grand-chose dans notre journée quand on a juste détartré un patient. Mais c'est complètement faux, en fait. C'est les détartrages puis les soins préventifs qui empêchent les patients de se rendre à des états épouvantables, puis à sauver les dents. Parce que souvent, on m'appelle pour sauver des dents quand je veux dire, il y a une poche de vitre, puis ça branle, puis tu sais, c'est terrible. Puis là, tout à coup, les gens se réveillent puis ils veulent sauver la dent ou peu importe. Mais en fait, le détartrage permet de garder les dents saines et en bouche avec un minimum d'intervention, puis plus qu'on va en faire, puis plus qu'on le fait bien dans tous les petits raccoins, c'est ça qui fait qu'on garde les dents. Puis on a l'impression souvent d'avoir pas accompli grand-chose parce que c'est pas spectaculaire, qu'il se passe pas quelque chose après, mais c'est ça qui fait qu'on garde nos patients en santé. Fait que euh, ayez pas l'impression que ça sert à rien parce que c'est complètement faux. Puis on va regarder ensemble à quel point c'est important. Bon, rapidement, petit moment de soapbox, là. J'ai ça, le terme faire une dentisterie. OK, c'est même pas exact du point de vue de la langue française. C'est comme dire je m'en vais faire une psychologie aujourd'hui. C'est comme c'est pas un mot. Ben, c'est un mot, mais ça veut dire l'étude de la bouche et des dents, là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire une dentisterie. Puis aussi, j'aimerais ça qu'on prenne un moment collectivement pour se demander, quand on dit aux clients qu'on va faire un détartrage ou une prophylaxie, ça reflète pas 100%. En fait, ça reflète pas tout ce qui va se passer dans ce soin-là qu'on va faire aux patients parce que on va le détartrer, oui, mais on va aussi faire des radiographies, puis on va aussi faire un examen dentaire. Puis, moi, je dis souvent, une fois que j'ouvre la bouche de mon chien, il y a 42 petits patients dans la bouche, puis c'est 42 décisions individuelles que je vais prendre pour savoir quoi faire avec ce patient-là. Donc, de dire, ah, c'est un détartrage, tu sais, on a l'impression que c'est comme nous quand on va se faire nettoyer les dents par une hygiéniste, puis que, tu sais, ça prend 30 minutes, puis that's it, là. Donc, en anglais, ils se sont trouvés un terme qui est un COHAT, qui est Complete Oral Health Assessment. Fait que assessment inclut les radios et l'examen. And treatment, parce que, je sais pas vous, là, mais moi, des détartrages, à part sur les animaux de mes collègues, j'en fais pas dans une année. Euh, mais souvent, c'est ça, c'est que ça, on fait beaucoup plus que détartrer quand on fait un soin dentaire. Fait que, essayez de penser à comment on présente ça aux gens, parce qu'on fait beaucoup plus. Fait qu'on on fait des radios, on fait des examens, on fait des diagnostics, on fait un traitement parodontal quand on commence à faire des surfaçages radiculaires puis détartrer des racines pour sauver des dents. C'est pas juste un détartrage. Puis ben, les trois quarts du temps, ça finit en chirurgie orale de toute façon. Donc, c'est beaucoup plus qu'un détartrage. Tu sais, quand on me dit, ah, il y a eu un détartrage, puis là, je lis le dossier, puis il y a eu 15 extractions, mais je m'excuse, c'était pas un détartrage. C'était une chirurgie. Fait que j'aimerais ça que ça reflète, les termes qu'on utilise reflètent ce qu'on fait. Euh, Qu'est-ce qu'un détartrage? Fait que le détartrage consiste à enlever la plaque et le tartre au niveau de la couronne, mais aussi, de la façon la plus importante, c'est dans le sulcus, fait en dessous de la gencive, et puis des fois sur les racines quand il y a des racines exposées. OK. Les recommandations, je pense que c'est 2019 de l'AHA concernant les détartrages, là. C'est une fois par année à tous les ans à partir de 1 an et 2 ans chez les patients. OK? Fait que, bon, on ne rentrera pas dans le sujet, là, mais c'est une bonne idée de, voyons, de suggérer et de promouvoir les soins préventifs dès le jeune âge du patient. Puis on n'est pas des voleurs parce qu'on recommande des détartrages. Et puis à 5 ans, il est déjà officiellement trop tard, on est déjà en retard sur l'horaire de ce qui est recommandé, OK? Fait que dès l'âge de 1 an pour les chiens et chiens brachycéphales, chiens de petite race et les chats, puis 2 ans chez les grands chiens. Donc, récemment, l'année dernière, j'ai fait une fracture de mâchoire. C'était pas la pire bouche que j'ai vue de ma vie, mais c'était la pire bouche dans le patient le plus jeune que j'ai vu de ma vie. Je me rappelle plus si la petite chienne, elle avait 3 ou 4 ans, mais j'ai enlevé toutes ses dents. On va dire 4 ans, là. Mais son premier détartrage à 1 an, si elle l'avait eu, croyez-moi, il était pas trop. Il est pas venu trop tard, là. Parce qu'il y avait probablement déjà de la job à faire à 1 an. Fait que nos petits patients,
À partir de 1 an, les dents ils ont 6 mois dans la bouche, là, mais ils ont souvent déjà besoin d'intervention. Donc, on peut le recommander à tous les patients et à tous les ans. Faites attention aux clients qui brossent les dents. C'est beau de lever la gencive et de dire, hey, il n'y a presque pas de tartre, il n'y a pas de récession gingivale, ça a l'air super beau, on va le laisser aller jusqu'à l'année prochaine. Souvent, dans les espaces interdentaires puis les espaces du côté du palais, c'est là que la maladie va s'installer parce que les clients ne peuvent pas brosser à ces endroits-là. Puis, des fois, à 7-8 ans, on va faire les premiers soins dentaires avec radio et là, c'est l'hécatombe, puis il y a 15 dents à enlever. Et les clients sont atterrés, sont extrêmement déçus. Ils ont mis énormément de temps et d'énergie à brosser les dents de leurs animaux pendant tout ce temps-là. Pour finalement, se faire dire que ça finit en extraction. Pareil, c'est juste vraiment décevant pour tout le monde. Donc, le client brosse les dents, super. Ça ne veut pas dire qu'il va sauver des détartrages, ça veut dire qu'il va sauver des extractions. Mais recommander quand même les détartrages aux patients qui brossent les dents, aux clients, en tout cas, bref, des patients qui brossent les dents, parce qu'on peut et on a souvent des mauvaises surprises quand on les espace trop, ces patients-là. Puis c'est juste vraiment plate pour tout le monde. Puis, oubliez l'impression de rien faire. Euh, Tant mieux si vous avez l'impression d'avoir juste détartré, mais on va voir des petits cas. Détartrer une poche de 2 mm, ben, vous vous assurez que cette poche-là, elle ne devient pas une poche de 7 mm, puis qu'il faut l'extraire, cette dent-là. Fait on fait vraiment des choses importantes quand on fait des petits gestes. Bon, encore une fois, collectivement, on est tellement habitué de voir des patients avec des bouches comme ça qu'on est complètement désensibilisé, puis les gens pensent que c'est normal que leur animal, on le sente arriver avant même que d'avoir ouvert la porte de la consultation. Puis c'est normal d'avoir des dents qui tombent dans le salon, puis c'est normal d'avoir la mousse verte qui pousse sur les dents de notre shih tzu. Mais j'aimerais vraiment ça, que plus voir des patients qui ont des gueules comme ça. C'est vraiment satisfaisant à opérer, mais c'est juste vraiment, vraiment désolant que le patient soit arrivé dans cet état-là euh, in the first place, puis qu'il soit sur ma table aujourd'hui. J'aimerais vraiment ça, puis en voir. Ça, c'est mon petit patient, justement, de 3 ou 4 ans, là. Il me reste 3 mm, 4 mm d'os euh, de hauteur de mandibule. Fait que ce serait le fun de plus les voir, ces patients-là. Un jour, peut-être. Je pense pas que ça va être avant ma retraite. OK. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on détarte? En fait, ce qu'on veut aller, c'est enlever la plaque et le tartre, principalement dans ce qu'on appelle le sulcus. Parce que oui, là, excusez, j'ai ma petite fenêtre par-dessus. Donc, ici, on a un gros plan d'une dent. On a la couronne ici avec les mailles. On a là, ce liament parodontal, notre gencive attachée. Puis le petit bourrelet où il y a, dans le fond, un revirement de gencive qui fait face à la dent, mais c'est à cet endroit-là où les bactéries qui sont collées sur la dent, qui est une surface non exfoliative, c'est la seule à laquelle je peux penser qu'il existe encore. Euh, les bactéries, donc les biofilms se forment dessus, puis notre gencive est collée dessus, fait que notre gencive est forcée d'interagir avec les bactéries. On les a mis les deux dans un ascenseur, ils sont face en face, là, puis il faut, they have to deal with each other. Euh, donc, c'est à cet endroit-là qu'on va aller intervenir quand on fait un détartrage, c'est dans le sulcus, c'est la partie la plus importante. En fait, ça a déjà même été montré que si vous détartrez un chien et vous enlevez que ce qu'il y a sur les couronnes sans aller sur la gencive, vous avez absolument rien fait pour traiter et ou prévenir la maladie parodontale chez ce patient-là. Si à l'inverse, vous détartrez les sulcus en laissant 4 pouces sur les dents de tartre, c'est pas grave, vous avez stoppé la maladie parodontale chez ce patient-là. Donc, c'est en dessous de la gencive que ça se passe, puis c'est vraiment là qu'il faut aller avoir un impact. Puis là, si vous pensez à tous les gadgets qu'on va passer avec les détartreurs réveillés, puis les belles inventions, là, ça n'a pas d'impact sur la gencive, parce qu'en fait, ça n'a aucun impact sur la maladie chez les patients. Donc, progression, on commence par avoir des bactéries, de la plaque, du tartre dans le sulcus, puis tranquillement, on va avoir de la perte osseuse, perte de gencive, perte des tissus, en fait, autour des dents, puis éventuellement des dents qui tombent toutes seules. Bon, vous savez c'est quoi un biofilm? Euh, Cette slide-là, en fait, c'est juste pour expliquer tout ce qui se passe au niveau des bactéries, puis des interactions entre le système immunitaire et les bactéries. Les bactéries vont vraiment envoyer des signaux dans les tissus, puis ils vont dire aux fibroblastes, hey, arrête de produire du collagène. Hey, toi, l'ostéoclaste, là, je vais te donner un petit peu de caféine, là, va manger de l'os autour. Il y a vraiment des signaux
qui se donnent, puis qui vont encourager le corps à à s'autodétruire puis à perdre les tissus qui soutiennent la dent. Donc, c'est super complet, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, mais vraiment, là, au niveau des cellules, il y a des signaux qui se donnent, puis c'est ça qui fait. C'est pas les bactéries, en fait, qui vont manger l'os et les tissus, c'est le corps du patient, mais c'est à cause de la suggestion des bactéries. Fait qu'il y a des patients qui sont un petit peu plus influençables que d'autres, euh, mais voilà. Bon, le tartre, c'est souvent ça qu'on voit, c'est souvent ça qui est visible, c'est souvent ça que les clients ont en tête, qu'on va faire, on va faire des tartrages, on va nettoyer les dents. Euh, le tartre en soi n'est pas pathologique. Le tartre va juste euh, agglomérer encore plus de plaques puis de bactéries, mais le tartre n'est pas nécessairement le coupable dans tout ça. Euh, et sur certains patients, c'est pas un bon prédicteur de ce qu'on va trouver sous la gencive, particulièrement les chats. Donc, des fois, on a 4 pouces de tarte sur les dents, on détarte ça, puis en dessous, j'ai 30 belles dents, puis il se passe rien. Puis on réveille le chat de 15 ans, puis on n'a rien, ben, on n'a pas rien fait, on l'a détartré, mais il n'y a pas besoin d'extraction. On a sûrement fait beaucoup de bien assez pauvres tissus mous qui sont probablement en contact avec le plaque et ulcérés. Mais, mais au final, il n'y avait pas de maladie parodontale en dessous de ce patient-là. Puis il y a certaines races de petits chiens aussi, des fois, là. Euh, il y a certains pinchers ou les Jack Russell, des fois. Les Jack Russell, ils ont des mâchoires de grands chiens dans des petits chiens. Euh, Ils sont moins sujets à la maladie parodontale, des fois. Fait que c'est pas parce qu'il y a du tartre qu'il va nécessairement avoir des interventions à faire. Je trouve que la récession gingivale, fait que pas juste la qualité, là, mais l'état des gencives va souvent être un meilleur prédicteur de qu'est-ce qu'on s'en va faire. Mais on s'en fout. Bon, c'est quoi les conséquences? On pense que c'est banal, la maladie parodontale. On est tellement habitué d'en voir. Mais si on pense qu'une dent, mettons, j'ai un petit shih tzu, là. Il y a des petites poches de 5 millimètres autour de ses dents. 5 millimètres, c'est pas beaucoup, là. Mais il y a 4 surfaces à chaque racine. Il y a 5 millimètres, mettons, 4 fois. Puis, il faut aller, je ne sais pas combien de racines, c'est 42, mais plus, il y a des dents à plusieurs racines, là, mais je veux dire, au final, là, la quantité de muqueuse ulcérée qu'il y a dans cette patient-là, là, c'est énorme. OK? S'il y avait cette plaie-là sur le dos et que c'était vert, qu'il y avait des corps étrangers dedans et que ça puait et qu'on voyait l'os et les tissus profonds en dessous, tout le monde dirait, ben voyons, tu sais, on ne peut pas laisser ça de même. Tu sais, ça serait une urgence d'aller amener ce chien-là à l'hôpital. Euh, mais quand c'est dans la bouche, c'est en dessous des lèvres, on ne le voit pas, c'est pas grave, on est trop désensibilisé. Mais c'est de l'inflammation et de l'infection chronique pour ces patients-là. Il faut faire quelque chose. Fait que les complications, ça peut être juste la perte des tissus. Ça peut aller jusqu'au fistuloro-nasal, c'est quand même pas rare. Abcès, perte des dents. J'ai vu des patients se compliquer en cellulite, des patients se compliquer en ostéomyélite, il y a des patients qui se cachent la mâchoire, il y a des patients qui ont mal. Bref, si je ne vous ai pas encore convaincu que c'était important à traiter et que ce n'est pas aussi banal qu'on on est habitué de le faire, hein, de le voir, c'est ça. OK, fait que c'est quoi les outils qu'on a pour combattre la maladie parodontale? Ben, il y a l'hygiène. On fait le maximum qu'on peut pour encourager les clients de brosser les dents à la maison et le maximum qu'on peut pour encourager les clients à revenir faire un détartrage annuel. Mais nous, sur notre table, ce qu'on peut faire, ben, c'est détartrer puis faire ce qu'on appelle un surfaçage radiculaire. Qui, on va rentrer dans le détail, là, mais c'est un mot bien fancy juste pour dire qu'on détarte les racines, en fait. Fait qu'un détartrage, c'est au niveau des couronnes. Puis à partir du moment où on a des racines exposées, mais qu'on les traite, ça s'appelle un surfaçage radiculaire. Et on a une question. Oui. Donc, c'est une question sur l'évolution des soins, en fait, sur la recherche. On sait qu'on utilise des cellules souches pour la réparation d'une dent. En tout cas, dans d'autres domaines, ça existe. Est-ce que ça s'en vient cliniquement? Est-ce que c'est sur le radar? Pour la paro, je sais pas. Je sais qu'on en parle pour les dents cassées, fait que les regenerative endodontics. Fait qu'à la place de faire des traitements canal, on pourrait encourager la pulpe à se régénérer. Fait que ça s'en vient. Ou en tout cas, ça existe déjà, mais pour le moment, c'est restreint à certains candidats bien précis. En parodontie, je connais pas de choses qui impliquent pour le moment les cellules souches. Euh,
Tu sais, je veux dire, la première étape, c'est de faire de la prévention, là. Tu sais, de ne pas se rendre là, ça serait déjà une bonne étape de fait, là. Mais je sais pas pour la paro, mais je sais qu'en endo, ça existe. Puis on parle d'un horizon de combien de temps pour l'endo? En fait, c'est que là, pour le moment, premièrement, ça nous prend des pulpes vivantes si on veut qu'ils se régénèrent. Puis la plupart du temps, quand on trouve des dents cassées, tu sais, ça fait genre 5 ans qu'elle est cassée dans le chien, donc tu sais, la pulpe est long gone, là. Fait que, tu sais, ces patients-là ne sont pas des bons candidats. Fait il nous faut des dents qui sont cassées depuis pas trop longtemps. Puis en général, sur des jeunes patients qui ont encore un bon volume de pulpe, euh, tu sais, qu'on peut encourager à se diviser puis à se régénérer. Tu sais, donc, pas la petite, le petit cheveu qu'on voit chez les patients âgés. Fait que pour le moment, il y a juste ces patients-là. Combien de temps Mais la technique existe, c'est juste que c'est beaucoup d'étapes. Il faut que je me rappelle. J'ai lu une revue de littérature là-dessus pour mon board. C'était-tu avec du PRP? Oh! Platelet Rich Plasma, il y avait des possibilités de faire des choses, qui est quand même très intéressant parce que ça prend juste un petit kit, puis tu peux spinner le sang du patient en clinique, puis tu sais, avoir le produit que tu as besoin. Mais d'ailleurs, le PRP, c'est vrai qu'en paro, ça peut être utilisé aussi. C'est plein de belles choses, ça, le caillot du patient. Euh, mais si on avait des kits à PRP, ça pourrait comme déjà être utile. PRP, c'est le Platelet Rich Plasma, là. C'est dans le fond, tu spins du sérum, puis là, c'est comme la petite partie là, où ce que les plaquettes s'accumulent, là. C'est ça qu'on veut aller mettre dans des plaies en général. C'est juste que, évidemment, dans une plaie de chirurgie, tu aurais besoin de sang pour finir, mais en dentisterie, vu qu'on travaille sur de très petits endroits, ben, c'est des bons candidats à ça. Pour le moment, c'est pas juste de spinner du sang, tu sais, puis de prendre il y a vraiment des kits, tu sais, qui vont filtrer, puis, tu sais, vous faire une petite couche, là. Mais, tu sais, ça prend une centrifugeuse puis le sang du patient. Fait que peut-être que ça va s'en venir. Je pense que ça existe déjà, mais je sais pas si c'est genre commercialement disponible, puis qu'est-ce que ça coûte, puis, tu sais, à quel point, genre, ça serait utile, là. Mais tu sais, déjà, si les patients, moi, ce que je dis souvent, puis j'en parle, je pense, vers la fin de cette présentation-là, mais tu sais, les gens veulent toujours faire des choses héroïques pour sauver les dents, puis là, tu sais, ils arrivent, puis là, on leur dit qu'il faut enlever 15 dents, puis là, tout à coup, c'est les spécialistes, puis c'est les chirurgies, puis c'est ça, mais tu sais, je veux dire, s'il y avait détartré le chien, là, une fois par année, on serait pas là. Tu sais, la prévention est tellement simple. Tu sais, pourquoi se compliquer la vie à faire des chirurgies super compliquées puis super dispendieuses quand genre tout ce qu'il faut, c'est brosser les dents puis détartrer les chiens une fois par année puis personne n'en aurait de problème, là. Fait que voilà. Un petit, petite montée de lait. Euh, fait que les autres outils pour l'hygiène à la maison, est-ce que je recommande les gouttes dans l'eau, les chews, les lingettes? Bon, le gold standard, c'est la brosse à dents. Puis la raison pour laquelle la brosse à dents est meilleure que tous les autres produits, c'est parce qu'avec les soies dentaires, on est capable de se rendre dans le sulcus. Donc, on va être capable vraiment d'enlever la plaque et les bactéries à l'endroit où ça compte le plus. Fait que vous avez brosse à dents, meilleure chose qu'on peut possiblement utiliser. La pâte à dents a des activités enzymatiques et ça goûte bon pour le patient et ça acrylate le calcium, donc tu sais, ça va un petit peu diminuer le tarte, mais c'est la brosse à dents qui fait la grosse partie de la job. Donc, si ça vous emmerde ou ça emmerde votre client, vous utilisez la pâte à dents parce que c'est collant et il y en a partout, euh, on peut la skipper, c'est la brosse à dents la meilleure outil. Récemment, j'ai moi-même eu une procédure dans ma bouche, puis je devais utiliser un rince à la chlorhexidine, et c'est fou comment je trouvais que ma bouche était propre. Ça n'avait pas de sens. J'avais comme plus aucune plaque qui poussait sur mes dents, fait que j'ai comme un renouveau d'enthousiasme pour les additifs qu'on met dans l'eau pour enlever la plaque, parce que c'est sûr que utiliser seul, ça fera pas des miracles, mais je pense quand même que c'est des outils qui ont leur place, puis qui peuvent définitivement donner un boost pour les patients soit que les clients peuvent pas brosser les dents parce que, bon, tu sais, les petits chihuahuas sont pas tous gentils. Je m'imagine pas tout le temps voir les gens brosser les dents de tout ça. Donc, nourriture dentaire, ça fait vraiment une différence, oui. Pas autant que la brosse à dents, mais ça a définitivement un effet. Les additifs dans l'eau, ça fonctionne pour vrai. Euh, Lingette, c'est une bonne alternative si la brosse à dents est trop compliquée, trop grosse pour le patient. Donc, ces outils-là sont utiles. Puis aussi, des fois, c'est quand on a un patient tu sais, que les clients précédents qui faisaient des tartrages à chaque année, puis malgré ça, on est en train de tranquillement perdre la bataille, puis d'année en année, sa maladie parodontale
s'aggrave quand même, ben moi, je suis comme, OK, mais on va pitcher tous nos autres outils en même temps, là. Fait que les rinces dans l'eau, les chews, tu sais, ça peut être vraiment des outils à utiliser. Juste en se rappelant que si vous ne brossiez pas les dents puis que vous me dites, ben, je mange un fromage par jour, ben, tu sais, ça se pourrait que je vous dise que votre bouche a pas l'air super saine quand même, là. Donc, ces produits-là ne remplacent pas les détartrages, ne remplacent pas le brossage, euh, mais on leur place, et oui, je pense qu'ils ont leur utilité. As-tu une recommandation de dentifrice hypoallergène, Oui, il y allergique? en a un, le CAT, il est à la vanille. Il n'y a pas de produit de poulet dedans, puis il est typo. Là, je sais pas, tu sais, pour les patients super, tu sais, qui sont sur l'anallergénique, je sais pas, là, mais officiellement, celui à vanille de CAT, il n'y a pas de poulet ou de trace ou de saveur, là. Donc, il est considéré hypoallergénique. OK, les instruments, qu'est-ce que vous avez dans vos cliniques? Je suis sûre que la plupart de vous, pas la plupart, mais je suis sûre qu'il y en a qui ne le savent pas. Bon, vos instruments devraient être affûtés après chaque utilisation, puis évidemment stérilisés entre chaque patient. Vous devriez avoir au minimum entre les mains un détartreur puis une curette quand vous détartrez, ou votre technicienne, j'imagine qu'il y a des techs qui nous écoutent, là, quand vous détartrez un patient. Puis en option, vous pourriez avoir aussi des pinceteurs, des houes, des détartreurs qui sont plus petits, des curettes pour l'arrière de la bouche ou des curettes mini-five. Je vais vous expliquer tout ce que c'est. Bon, ma question classique. Quelle est la différence entre une curette et un détartrage? Je pense que je vais la répéter jusqu'à ce que j'obtienne des vêtements qui répondent sur le bout des doigts. Donc, une curette va avoir un dos et une pointe courbe. Et donc, étant donné que c'est des instruments qui ont un dos rond et une pointe ronde, on peut les utiliser sous la gencive. Donc, c'est eux autres qu'on va utiliser pour aller enlever le tartre dans une poche parce que c'est doux pour les tissus. Tandis qu'un détartreur, en général, va avoir un dos triangulaire puis une pointe pointue. La pointe pointue va être utile pour aller nettoyer tous les sillons de développement, là, les petits plis qu'il y a dans les dents ou chez les chats, les blood grooves. Mais évidemment, si on l'insère sous la gencive avec notre pointe, on peut lacérer les tissus. Limite, vous me direz que vous avez juste une curette, ça serait pas si pire, mais ça se peut que dans les petits sillons de développement, vous ayez de la misère à aller enlever ce qui se ramasse. Là, je pense souvent le petit picot là, qu'il y a sur la PM4, là, ce petit pli-là, il se ramasse toujours du tartre là-dedans. Donc, la pointe du détarteur est bien utile pour ça. Il y a plusieurs modèles de détartreurs qui existent. Il n'y a pas de bonne réponse ou lequel est plus utile, c'est le choix du chirurgien. J'aime bien les morses parce qu'ils sont tout petits, puis je les utilise souvent chez les chats, justement pour enlever le tartre dans les blood grooves sur les canines. Sinon, je ne sais jamais les mots en français là, parce que personne ne les traduit, mais sickle, c'est comme en faux. Puis jaquette, c'est le nom de la personne qui l'a créé. Là, elle est un petit peu plus rectangulaire. Peu importe celle que vous avez, là, tant qu'ils sont voyons, affûtés, euh, vous pouvez tout à fait vous en servir. C'est juste parce que si vous vous demandez pourquoi que la vôtre ne ressemble pas à la mienne, mais c'est juste parce qu'il existe plein de modèles différents. Les curettes, Euh, il y a deux grandes catégories. Donc, les universels, dont la lame va être à 90 degrés de la tige terminale, puis on peut l'utiliser des deux côtés. Sinon, on a M. Gracie qui a inventé un kit de curettes, que c'est ce que beaucoup de gens ont dans leur clinique, mais souvent, on ne vous a pas montré à comment vous en servir et à quoi exactement il sert. Fait que je vais essayer de démystifier ça aujourd'hui. Mais en gros, la lame est penchée d'un côté. Donc, quand on va l'insérer dans le sulcus, c'est le côté le plus bas qu'on va appliquer contre la dent. Donc, quand on va retirer notre lame vers le haut, on va comme ramasser le tartre et le sortir du sulcus avec nous. Donc, si vous vous demandez de quel côté on se sert, c'est le côté plus bas. C'est logique, on veut faire comme une cuillère puis ramener les débris vers l'extérieur de la poche. Donc, on va se servir de ce côté-là ici. Donc, il y a un seul côté qui est utile. Le côté à l'extérieur ne devrait pas être affûté parce qu'il ne sera jamais contre la dent. Puis, en fait, il va être contre les tissus mous à l'intérieur de la gencive ou de la poche. Donc, on ne veut pas les lacérer. Donc, on affûte un seul côté. Puis, la façon dont on s'en sert, c'est on garde toujours la tige terminale qui est la... Est-ce que vous voyez mon curseur? Qui est la dernière partie là, du manche, qui est la plus près là, de votre tige.
On le voit Notre instrument. légèrement, Vous le mais voyez? OK, bon, parfait. oui. Oui. Mais c'est très. Quelqu'un sur un cellulaire ne le voit pas. Je pense qu'il y a une fonction dans Zoom qu'on peut avoir un crayon jaune, un bout de crayon, mais oui, on le voyait quand même. OK. OK, fait que les curettes Gracie. Les curettes Gracie ont un paquet de numéros. Fait que si des fois vous voyez sur votre curette 7-8 ou 13-14 ou 9-10, ben vous avez en face de vous une curette Gracie. Ça permet à ce que la tige terminale soit toujours parallèle à la dent, peu importe laquelle on fait. Et ça a été développé, dans le fond, en humaine, pour que quand on travaille à l'avant de la bouche, donc disons les incisives, puis que notre curette est droite, ben c'est pas un problème parce qu'on est à l'avant de la bouche, puis il faut que le nez du patient soit très volumineux, là, mais normalement, on a de la place pour notre main puis nos instruments à l'avant de la bouche. Mais plus qu'on va progresser vers l'arrière de la bouche, si on veut que notre tige terminale soit droite, ben le manche de notre instrument va être dans le maxillaire du patient. Puis en général, les gens n'aiment pas ça ou ils ont besoin de leur maxillaire. On ne peut pas tasser le maxillaire. Donc, chaque instrument va avoir une angulation qui permet à la tige terminale de sortir vers le devant de la bouche. Euh, donc, pour chacune des dents. Puis les hygiénistes humains vont vraiment changer de curette à chaque dent, parce qu'il y a vraiment un angle pour chacune. Je pense pas que c'est nécessaire en médecine vétérinaire d'avoir toute la série Gracie, là. Fait qu'en général, je veux dire, une pour l'avant de la bouche, une moyenne, mettons, puis une pour l'arrière de la bouche, c'est probablement en masse. Puis aussi, c'est parce qu'en humaine, ils ont vraiment des façons de placer leurs doigts c'est pour pas qu'ils mettent leurs mains dans nos visages quand ils travaillent. Il y a vraiment des façons de déposer les doigts pour aller travailler, le plus minimalement, sans toucher trop le patient. Donc, d'avoir des curettes angulées va beaucoup les aider à faire ça. Nous, nos patients dorment, on peut mettre, tant qu'on ne plante rien dans les yeux, on est correct, là. Donc, c'est pas un problème. Mais bref, ça a été développé pour ça, mais c'est pour ça que j'aime pas ça quand les vétérinaires achètent des kits d'instruments, parce que souvent, ça vient avec un paquet d'affaires qui ne savent pas servir, puis ça finit dans le fond du tiroir, puis finalement, vous avez payé un prix, puis la moitié des instruments, vous n'en servez pas, OK? Donc, vous avez un exemple ici d'une curette Gracie avec la tige terminale qui est parallèle à la dent à laquelle on travaille. Puis, en fait, le manche va simplement nous permettre, tu sais, s'il était tout droit, vous voyez qu'il serait dans le visage du patient. Mais là, il s'en va vers l'avant. Donc, ça serait une qui est pour l'arrière de la bouche, c'est peut-être une 11-12 ou une 13-14. Mais l'angle serait un petit peu moins grand là, sur la 7-8 ou la 8-9 parce qu'on travaillerait vers le milieu, puis la 1-2 est vers le devant, elle n'est pas courbée du tout. Donc, c'est à ça que ça sert une Gracie. Puis, s'il y a des petits numéros, s'il y a des angles dans vos curettes, puis vous vous demandez à quoi ils servent les angles, ben dites-vous que l'important, c'est que vous ayez la tige terminale qui soit parallèle à votre dent, à votre racine sur laquelle vous travaillez. Puis le reste, ben, c'est simplement l'angle pour pas que vous mettiez les doigts dans le visage de votre animal. Maintenant, il y a plein d'autres sortes de curettes. Puis encore une fois, étant donné que les gens achètent des kits, puis des fois, ça va être, OK, tel chirurgien, il a fait son kit, puis là, la compagnie vend le kit de telle affaire. Fait que là, vous vous ramassez avec des instruments que tel vétérinaire de 20 ans aimait cette curette-là, fait qu'elle s'est ramassée dans le kit de plein de monde. Mais regardez qu'est-ce que vous avez. Puis des fois, il y a des outils vraiment intéressants que vous avez, mais que vous ne savez pas que vous possédez. Donc, on a une curette ici qui est une curette à peu près standard. Puis ici, en deuxième position, on a une curette qu'on appelle After Five. La After Five, c'est simplement que la tige terminale, elle est beaucoup plus longue pour permettre de détartrer comme il faut une poche qui serait plus profonde que 5 mm. After Five, poche profonde, tige terminale plus longue, ça nous permet d'aller plus loin. C'est très logique. Euh, Très utile aussi pour nous parce qu'on en fait des poches profondes chez nos petits patients. Ensuite, on a des mini-fives qui sont simplement le toe, qui est l'instrument, dont on va dire la lame de l'instrument, qui est beaucoup plus courte qu'une curette standard. Donc, en humaine, ça va être utilisé pour aller détartrer des poches qui sont non seulement profondes, mais étroites. Encore une fois, super pertinent parce qu'on a souvent des petits patients qui font 1, 2, 3, 5 kilos sur notre table. Ce ne sont pas des humains de 90 kilos. Donc, d'avoir ce qu'on appelle des mini-fers pour faire des chats ou des petits chiens, c'est très intéressant. Donc, regardez dans vos kits ou si vous magasinez des curettes, vous êtes peut-être impressionné votre rep de dire Hey, je voudrais une mini-five. Mais ça existe, puis c'est très intéressant pour nous
chez nos petits patients. Puis des micro-mini-fives, ben, c'est encore plus petit. Mais déjà, une mini-five ou une after-five, c'est très, très pertinent pour nous, là. Puis des fois, vous en avez. C'est ça qui est drôle, c'est que vous ne le savez pas. OK. OK. Donc, si vous avez un instrument dans les mains, vous vous demandez c'est quoi? Est-ce qu'il est pointu? Puis est-ce que le dos est triangulaire? Si oui, vous avez un détecteur. Puis s'il n'est pas pointu, puis le dos est rond, vous avez une curette. S'il y a un angle dans la lame quand vous le regardez, puis ben, en fait, c'est une curette Gracie. Si la lame est perpendiculaire à votre tige terminale, vous avez une curette universelle. Puis, si vous avez une curette Gracie, assurez-vous d'affûter le côté qui est le plus bas, parce que c'est le côté dont vous allez vous servir. On n'affûte pas le côté. Puis, ben, la taille de la tige terminale va vous dire si vous avez une standard ou une after five. Puis, ben, la longueur de l'instrument qui coupe ben, va vous dicter si vous avez une curette standard ou quelque chose qui est plus mini. Donc, voilà, maintenant, vous savez tous, vous allez tous arriver dans vos kits demain matin pour regarder qu'est-ce que vous avez. Parce que vous avez sûrement des choses plus intéressantes que vous savez. OK, les piézos maintenant. On est quelle heure? Ah, c'est pas si pire. Euh, la grande majorité des détecteurs ultrasoniques qu'on a en clinique sont des piézos, mais il y a encore des plus vieux appareils que c'est des appareils magnétostrictifs. Il n'y a aucun mal à avoir un appareil magnétostrictif, mais c'est ce qu'ils utilisent en humaine souvent beaucoup parce que c'est supposément plus confortable pour les patients. Donc, il n'y a aucune raison de changer un détecteur ultrasonique qui est magnétostrictif parce qu'il est vieux. Ça fonctionne encore extrêmement bien. Mais la plupart d'entre nous ont des piézos. Puis les embouts, donc, vont dépendre du type que vous avez. C'est pas interchangeable du tout. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous avez un piézo et que vous regardiez avec, ben, peut-être pas un microscope, là, mais avec une loupe, disons, le mouvement que fait l'embout, le piézo va faire un mouvement qui est linéaire. Donc, si on regardait de deux côtés, en fait, il s'en irait comme ça ici. Le magnétostrictif va faire un petit peu plus une ellipse. C'est pas un rond parfait, mais c'est plus elliptique. Donc, on pourrait se servir du dos d'un appareil magnétostrictif. Ça serait pas la fin du monde pour le patient. Par contre, si on se sert du dos ou de la pointe d'un appareil piézoélectrique sur une dent, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de percuter la dent 42 000 fois par seconde. Donc, il faut toujours utiliser le côté de la lame quand on utilise le piézo parce que c'est ça qui balaie la dent et qui va se débarrasser de la plaque et du tartre. Fait que, je veux dire, si on utilise un balai pour le plancher, ben, on veut balayer notre surface pour se débarrasser des cochonneries qui sont dessus. On ne veut pas juste taper sur le plancher. Ça accomplit rien. Puis en plus, ben, vous pouvez faire des pulpites pour le patient. Donc, si vous avez un piézo, on utilise toujours l'embout sur le côté. Ouais. Mais là, je leur ai rappelé aujourd'hui. OK. La sonde ultrasonique, en fait, ce qu'on ne réalise pas, là, c'est que c'est absolument magique. Il y a des phénomènes physiques que j'ai appris pour mon board et dont je ne vais pas vous embêter avec. Mais en gros, les petites bulles qu'il y a au bout de ça, là, ça va vraiment aller créer des ondes de haute et de basse pression dans l'eau que vous faites. Et ça va exploser la paroi des bactéries, littéralement. Donc, c'est mécanique, mais vous avez un antibiotique au bout de vos doigts quand vous faites un détartrage. C'est absolument merveilleux. Donc, vous allez vraiment en dessous des poches, en dessous de la gencive, puis dans les poches parodontales, et on va tuer toutes les bactéries qui sont là. On va vraiment les exploser. Euh, donc, même si vous détartrez une poche puis que vous passez avec votre curette, vous êtes très satisfait de la job, vous sentez bien que ça accroche plus puis qu'il y a plus de tartre, je repasse quand même d'habitude à l'ultrason juste pour faire un petit ménage parce que s'il reste des bactéries qui traînent par là, ben, je vais leur exploser la face. OK, quel embout on met sur nos piézos ou si vous avez du magnétostrictif, c'est juste que l'embout est beaucoup plus long, il est différent, mais le petit bout va ressembler à ça pareil. Normalement, on devrait utiliser un embout universel sur la couronne et une sonde parodontale quand on veut aller dans le sulcus et sous la gencive. Ça veut dire que moi, même si j'ai un patient complètement sain devant moi, je vais détartrer toutes ces couronnes. Fait que je me rends avec mon piézo jusqu'au rebord de la gencive. Je chatouille la gencive, mais je ne vais pas plus que ça. Je fais toutes mes dents. Après ça, quand j'ai fini, j'enlève mon embout, je prends ma sonde à paro,
Je change mon setting sur mon appareil ultrasonique parce que les sondes parodontales vont demander un setting qui est plus bas. Des fois, il existe le setting paro, là, ou le P. S'il y a un S sur votre détartreur, c'est supragingival, puis P, c'est pour paro, OK? Fait que vous faites juste S ou P. Ou si vous avez plutôt une roulette, là, des fois, il va y avoir des couleurs qui vont venir avec vos embouts parce qu'il y a comme des petits croissants là, de couleurs qui disent l'intensité, là. Fait qu'en général, la sonde parodontale va fonctionner avec une intensité qui est moindre. Fait que je remets mon setting à paro, puis je vais repasser la sonde partout dans le sulcus de mon patient. S'il y a un parodonte en santé, mais ça se peut que ça me prenne juste 2 secondes parce que je vais rentrer ma sonde d'à peu près 1-2 millimètres. Je vais faire partout, partout. Puis si là, il y a des poches, ben là, je vais travailler plus fort. Mais on devrait avoir au minimum ce deux. En fait, au minimum, mais au maximum aussi, parce que vous n'avez pas besoin de 10 000 autres embouts. Vous devrez avoir un embout universel et à paro dans vos cliniques pour faire le détartrage. Là, quand vous regardez le catalogue d'embouts, là, vous vous dites, oh mon Dieu, là, qu'est-ce que je commande? Ça, c'est un exemple de catalogue d'une compagnie, mais il y en a d'autres. Mais en gros, vous regardez là quelque chose, vous choisissez quelque chose d'universel. Fait qu'en général, bon, on a scaling. Fait que scaling, ça, c'est pour les embouts, c'est pour une job ordinaire. Il y en a qui ont un petit angle dedans, prenez celui qui vous semble le plus standard. Puis après ça, vous allez dans le paro. Il y a toutes sortes de sondes de croches, là. Ça, c'est pour aller nettoyer au niveau des furcations. Ils font plein d'affaires fancy, là. Mais prenez celui qui vous semble le moins fancy, qui est simplement plus long et plus fin. On ne veut pas une pointe diamantée ou rien de spécial là-dessus, là, mais comme moi, la P3, c'est une que j'utilise. C'est la slide suivante. Donc, fouillez dans ça ou demandez à votre représentant simplement là, qu'est-ce qu'il recommande, mais vous devriez avoir un universel puis une sonde à paro qui n'a pas l'air trop extraterrestre. Là. Elle est juste plus fine. On a une question ici, là, je ne sais pas si tu as dit un petit commentaire rapidement. La question, c'est comment savoir lorsqu'on doit changer notre embout à piezo? Donc, normalement, votre fournisseur devrait vous donner un guide d'usure. Sinon, vous pouvez aller sur les internets, vous tapez votre compagnie. Puis, idéalement, la compagnie qui vous sert va avoir ce qu'on appelle un guide d'usure parce que non, les embouts ne sont pas bons éternellement. Donc, après, ça prend quand même plusieurs mois avant de s'user, là. C'est pas rapide, rapide. Mais éventuellement, si vous visualisez, donc on a un embout qui balaie, puis au fil des utilisations, ben, l'embout va s'user, puis on va perdre un petit peu de métal à chaque fois, puis tranquillement, notre embout va devenir de plus en plus court. Fait que si votre embout est usé, ben, votre balayage, l'amplitude de votre balayage est très, très faible, puis votre embout, il détarte vraiment pas bien. Puis des fois, vous vous dites, voyons, pourquoi genre mes détartrages sont longs, tout ça. Vérifiez, voir euh, si votre embout n'est pas fini, parce que ça ne se garde pas éternellement. Donc, normalement, si la première ligne, ça va être euh, commander un nouveau, puis à la ligne rouge, ben, c'est poubelle. Ouais, fait un embout beaver tail, j'ai pas de photo, on peut toujours le googler. C'est pour quand il y a vraiment beaucoup de tartes sur les dents, puis vous voulez de quoi de plus agressif pour au moins faire un ménage là, pour pas que ça vous prenne 4 ans de faire un détartrage sur un patient qui va probablement avoir des extractions. Mais vous pouvez avoir un beaver tail, ça sert à enlever le gros tartre. Personnellement, je ne le sors pas souvent, mais ça peut être une autre affaire fréquente que vous avez en clinique. Si vous n'en avez pas, par exemple, je ne suis pas outrée, parce que le mien, je ne le sors pas tant souvent que ça. OK. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans nos mains avec, je vais dire piezo, là, mais avec le détartreur ultrasonique? Ce qu'on veut, c'est passer au moins une fois en contact avec la surface, chaque surface de chaque dent. Parce que même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, il y a de la plaque, puis il y a peut-être des minéralisations sur la surface. Puis là, il est couché devant vous, c'est sa chance d'avoir une belle bouche propre. Donc, on veut, même si la dent a l'air propre, on veut au moins passer vite, vite sur chaque surface. On ne veut pas nécessairement peser fort avec notre piezo parce qu'on va simplement l'arrêter de vibrer si on fait ça. Fait qu'on passe, c'est à peu près comme quand on écrit, là. Il y a juste une petite pression. On utilise le côté de l'embout pour aller détartrer vraiment. On passe partout, partout, au moins une fois. Donc, c'est quoi mes étapes, là, très logistiquement, là, quand je travaille? Première affaire que je fais, c'est que je prends mon Dentaclore, puis on
on rince la bouche du patient de chlorhexidine. Donc, ça, qu'est-ce que ça va avoir deux effets. De un, ça limite les bactériémies. Ça va limiter les bactéries que vous allez envoyer en circulation dans le patient en faisant le détartrage. Puis ça va aussi limiter le nombre de bactéries que vous envoyez en aérosol dans votre pièce et dans vos poumons si vous ne portez pas de masque ou si la tech d'anesthésie qui est 3 pieds plus loin a décidé qu'elle ne mettait pas son masque. Donc, euh, super utile de rincer la bouche avec la Clorox avant de commencer. Donc, ça devrait être notre première étape. On rince avec ben, c'est le Dentaclor, là, mais je ne sais pas s'il y a d'autres marques, là, mais bref, un petit rince de Clorox. Après ça, on fait notre détartrage supragingival partout, sur chaque surface. On change notre sonde, on fait notre détartrage sous-gingival, on rince, on fait notre polissage, on rince, on remet la Clorox avant de partir parce que ça a un effet rémanent, puis notre patient va se réveiller avec une belle bouche propre. Vous devriez avoir un masque. En fait, n'importe qui est à l'intérieur de 6 pieds du patient devrait avoir un masque parce que justement, le piezo va aérosoliser les gouttelettes qui contiennent ce qui poussait dans le sulcus de ce chien-là. Et si vos patients sont comme les miens, j'ai pas toujours envie de savoir qu'est-ce qui pousse dans les sulcus de ces patients-là. Puis je pense qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles études de PCR, là, je pense qu'on est rendu à 2000 espèces de bactéries. Là. On ne sait même plus qu'est-ce qui fait quoi. Il y a beaucoup de monde là-dedans. On veut pas savoir ce qu'ils font dans nos poumons. OK. Euh, on devrait toujours avoir, si on ne porte pas de lunettes, une visière ou des lunettes de plastique transparent si on n'a pas de prescription, mais on devrait avoir des lunettes quand on fait ça parce que même chose, on aérosolise les bactéries, on s'envoie ça dans le visage. On ne veut pas avoir des conjonctivites à une bactérie mystérieuse. On devrait avoir des gants. Si vous faites des radios, on devrait avoir un dosimètre. Puis évidemment, les vêtements qu'on porte quand on fait le détartrage, on ne devrait pas les porter à la maison, mais en général, on est assez bon à porter des scrubs, là, mais on, on devrait se changer. Pensez aussi à vos cheveux, peut-être. Moi, un détartrage. Mais je ne le fais pas tout le temps, mais on devrait se couvrir les cheveux. OK. Fais juste ça de 5 ans. Bon. En général, je vais aussi essayer d'orienter mon piezo pour que le jet d'eau se dirige vers la gencive. Fait que même si euh, je ne vais pas sous la gencive, j'envoie mon eau sous la gencive. Fait que je fais d'une pierre deux coups. On l'a dit tantôt que le jet d'eau est antibiotique. Fait que je vais déjà faire comme un premier passage euh, d'envoyer donc l'eau dans le sulcus pour commencer à faire un petit ménage là-dedans. De toute façon, si vous envoyez l'eau plus vers la pointe, qui est la partie incisive là-dedans, bien souvent, en fait, vous envoyez ça à l'extérieur du chien. Là. Vous aspergez vos collègues, fait qu'on envoie l'eau vers la gencive. Bon, maximum de 30 secondes sur la même dent. Ça a un peu été plus ou moins disproved, là. En général, s'il y a une dent qui est, le tartre est très difficile à enlever, ça fait un petit moment que vous êtes dessus, allez sur une autre dent, donnez un petit break à cette dent-là. Les piésos, en fait, vont produire beaucoup de chaleur. Si jamais vous remarquez votre piéso, c'est comme, ah, voyons, j'ai pas d'eau, puis vous mettez vos doigts dessus, vous allez voir à quel point c'est chaud. OK? Parce que ça vibre, ça dégage énormément d'énergie. Fait que l'eau qu'on envoie sert à tuer les bactéries, mais aussi ça sert à refroidir l'instrument. Donc, normalement, s'il y a de l'eau, vous ne devriez pas chauffer la dent. Il y a des études qui ont été faites pour montrer que ça brûlait les pulpes, mais c'était sans eau. Fait que, je veux dire, on ne fait jamais ça. Mais bref, si vous voyez que ça fait un petit moment, il y a des références qui disent 20 secondes, 30, 60. Mais bon, on va dire 30 là. Fait que si ça fait un moment que vous gossez parce que ça ne part pas, ou il y a des petites crevasses là, qui sont difficiles, faites juste passer un autre dent, donner un petit break, puis revenez. Puis, on n'oublie pas de diminuer notre puissance sur les envois verbaux. Est-ce que j'envoie les patients avec Dentaclor à la maison après une procédure ou un gel? Je ne suis pas très vendeuse de produits en général, mais ça serait une bonne idée de le faire. Fait que je ne le fais pas par paresse, mais ça serait utile. Le problème, c'est aussi, c'est que le Dentaclor, la chlorhexidine, ça goûte pas bon. Je le sais, je me suis rincé la bouche pendant 2 semaines avec. Donc, peut être difficile à faire accepter aux patients. Mais d'un point de vue de santé, oui, ça serait utile. Comment on tient nos instruments? Oups. Ça serait avec la prise du crayon modifié. Même chose, souvent les gens ne savent pas, là, mais si vous êtes en train de commander des nouveaux instruments, il faut que vous sachiez que
la plus grosse poignée que vous pouvez acheter, ça va être la poignée la plus ergonomique pour vos petits muscles. OK? Fait que plus que la poignée petite, il y en a des fois là, qui ont des détracteurs. Là, c'est comme un crayon HP, là, un crayon en bois. Là. C'est tout petit, tout petit. C'est plus dur pour nos petits muscles interosseux dans nos mains. OK? Fait en général, on va essayer de choisir un instrument qui est le plus gros possible. On va tenir ce qu'on appelle la prise du crayon modifié. Donc, c'est la même prise qu'un crayon, c'est juste qu'on va étendre notre majeur pour s'accoter sur l'instrument. Puis, on veut toujours avoir on appelle ça un finger rest, soit le petit doigt ou l'annulaire, à côté sur le patient aussi. Notre geste va être beaucoup plus précis si on est à côté que si on essaie de travailler à main levée. On veut notre main déposée dans le patient. Là, c'est pas des humains qui dorment là, fait on peut mettre nos mains dans leur visage, il n'y a pas de problème. Euh, quand j'ai fait des stages en dentisterie humaine, je suis tellement mal à l'aise de voir les dentistes comme s'approcher des visages des patients puis toucher les gens. On dit que je serais pas capable de faire ça. C'est tellement awkward. Mais nous, on n'a pas ce problème-là. Donc, on s'appuie sur le patient, on fait notre prise du crayon modifié. Puis, quand vous faites votre geste pour retirer le tartre, c'est pas un geste qu'on fait avec les doigts. C'est trop des petits muscles, c'est pas des muscles qui sont forts, puis c'est des muscles que vous allez fatiguer. Et si vous faites des gestes répétitifs, vous allez vous blesser. C'est un mouvement du poignet au complet qu'on devrait faire pour retirer le tartre. Donc, on passe toujours de la base de la poche ou la base du sulcus, fait qu'on veut se rendre le plus loin possible avec notre instrument, puis on retire vers la couronne. Donc, on veut faire sortir les déchets. J'aime beaucoup cette image-là. En fait, ça montre qu'on devrait insérer notre curette, ce qu'on appelle en position fermée. Donc, on va euh, verser la face de l'instrument contre notre racine, puis on va se glisser à l'intérieur de la poche parodontale le plus loin possible. Puis seulement une fois qu'on est rendu dans le fond, on va redresser notre tige terminale pour qu'elle soit vis-à-vis, ben, parallèle à la racine qu'on est en train d'étentrer. Et là, on va faire un geste en s'accotant contre la dent et vers le haut pour aller enlever toutes les méchantes bactéries qui s'y trouvent. Puis j'ai un petit vidéo de ça. Parce que j'ai l'impression que personne ne nous a jamais vraiment montré à faire des détartrages comme ça. Attends un peu, il faut que je share. Hmm. Euh, bon, on va voir s'il y a du son. Est-ce que tu es supposé avoir du son? J'ai aucune idée. C'est pas grave, je peux narrer quand même. En fait, les autres, ils vont simplement regarder quelle curette ils vont utiliser parce que ils ont une curette par dent. Mais vous voyez ici comment ils vont démontrer qu'on rentre avec la face de l'instrument qui est caché. On va rentrer dans le fond de la poche, puis ensuite, on va placer notre tige terminale et venir retirer. On va faire notre geste pour venir enlever le tartre. Puis, on ne fait pas notre geste avec nos doigts, on utilise notre poignet au complet. Fait que je voulais montrer le petit face fermé là, pour rentrer dans la poche. Puis on veut toujours travailler, c'est ça, avec notre tige terminale qui est ça ici, euh, parallèle à notre racine quand on fait notre geste. Fait eux autres, ils ont vraiment toutes sortes de curettes pour aller travailler l'effurcation, pour travailler la partie mésiale. Là, dans la partie distale, ils vont vraiment comme changer d'instrument parce qu'ils ont tout leur setup de fait par rapport à l'anatomie des dents humaines. Nous, on n'a pas ça. Fait que il y a personne qui a fait une série de curettes pour les dents de chien. Puis étant donné la variation dans la taille des patients, je ne suis pas sûre que ça serait possible de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de questions, je trouve. OK. Maintenant qu'on a fini notre détartrage, on a regardé toutes nos poches, on a l'impression que ça va bien. C'est vraiment utile d'avoir une lumière. Puis là, on va aller vérifier qu'on n'a pas laissé des petites traces à quelque part. Donc, on va prendre une bonne lumière, des loupes si on en a, puis on va aller avec la seringue RO. On peut aller pusher de l'air dans les sulcus pour écarter la dent, la gencive, en fait, de la dent pour aller visualiser, voir s'il reste du tartre. Fait que là, ici, on a des petites traces brunes, là. Fait que ça serait un exemple qu'on fait. Le tartre va avoir une apparence crayeuse une fois qu'il est sec.
Fait qu'on va pouvoir aller faire ça pour chaque dent, pour aller visualiser, voir si notre job est fini. Je vous garantis que la grande majorité du temps, notre job n'est pas fini. L'autre chose à faire très attention, de fouicher de l'air, c'est un mot très scientifique. Donc, d'envoyer de l'air autour des dents comme ça pour visualiser, ça se fait seulement quand la dent est présente dans l'alvéole. Ne faites jamais sans chirurgie dans un site d'extraction parce que c'est possible d'avoir des embolies gazeuses parce que l'alvéole, elle, quand elle est vide, en fait, c'est de l'os trabéculaire, là, puis ça communique avec le système sanguin. C'est comme penser à un cathéter intraosseux. Donc, on ne veut jamais aller envoyer de l'air dans un site d'extraction pour voir qu'est-ce qui se passe, mais on peut le faire quand on a une dent en place. Donc, il y a pas une très grande surface d'os. Il n'est pas supposé avoir d'os exposé, en fait, là. Donc, On on a, peut le faire pour tasser la gencive, mais jamais dans ce site d'extraction. on a deux questions. Oui. Donc, avec une sonde paro, est-ce qu'on peut s'en sortir sans prendre une curette? Oui. Fait que c'est le choix du chef. Si vous utilisez une curette manuelle ou le piezo, ben, la sonde ultrasonique. Euh, Personnellement, j'aime bien faire une combinaison des deux parce que je trouve que la curette me donne un feedback tactile. Je sais quand ma curette, elle glisse bien sur la dent, tandis que le piezo, vu qu'il vibre, il ne me donne pas ce feeling-là. Puis j'ai un meilleur senti, je trouve, de la forme avec la curette. Mais comme je dis, je repasse toujours avec le piezo après, de toute façon. Mais vous pourriez faire qu'un ou que l'autre aussi. Bon, ben, la deuxième question est très similaire, là. Je vais la dire juste au cas où. Peut-on faire seulement les sulcus avec la sonde paro du piezo? Oui, Bon, parfait. mais il faut être méticuleux. OK, polisseur. Je pense que j'achève. Euh, Vous pouvez avoir un polisseur avec un contre-angle ou pas de contre-angle. Encore une fois, c'est le choix du chef. Souvent, avec contre-angle, ça va être un petit peu plus ergonomique. Vous pouvez utiliser de la pâte à polir ou de la pumice fine. La pumice, c'est comme du petit sable là, que vous mélangez avec de l'eau. 99% d'entre vous n'ont jamais vu ça puis utilisent la pâte à polir. C'est bien parfait. Euh, c'est la pâte qui travaille, OK? La cupule de caoutchouc que vous mettez sur votre polisseur, elle fait rien. Puis, il n'y a pas d'eau, donc une cupule vide que vous spinez sur une dent, ça chauffe la dent. Donc, on s'assure d'avoir beaucoup de pâte à polir dans notre cupule. Puis, c'est sûr que la seconde qu'on pèse sa pédale, les trois quarts de la pâte revole. Fait qu'il faut constamment remettre la pâte à polir. OK? C'est fatigant, mais c'est ça. Fait que pensez, c'est la pâte qui travaille, c'est la pâte qui est abrasive et qui polie. Et donc, une cupule vide accomplit rien du tout. Euh, Ça, c'est vrai, il n'y a pas d'eau, c'est 3 à 5 secondes par dent. Fait que si vous avez besoin de plusieurs surfaces, allez faire les dents d'à côté puis revenez. Je vais On- faire en général juste assez de pression pour que ma petite cupule de caoutchouc elle s'évase un petit peu, pas plus que ça. Puis en général, on va faire toutes les surfaces de la dent, puis il va la laisser pénétrer à peu près un demi-millimètre dans le sulcus, mais pas plus que ça. Donc la cupule n'est pas faite pour aller sous la gencive. On va rester sur la couronne avec ça. On a un commentaire, une question. Commentaire, nous utilisons une blacklight pour voir si les restes du tartre quand ça apparaît. Ah! Oui, puis il y a des plaques Disclosing Solution aussi qu'on peut utiliser. Euh, Cool. Moi, je trouve qu'avec la seringue tout le monde a une seringue RO, là, fait que, tu sais, c'est facile, là. Mais oui, il existe d'autres méthodes, là. Parfait. Est-ce que la technologie GBT, coloration et jet d'eau sablonneuse, s'en vient en médecine vétérinaire? Euh, je sais pas c'est quoi, mais est-ce que c'est un plaque disclosing solution? Black Light the Hills fonctionne bien. Ah non, ça, c'est pas la même personne. Excuse-moi. Je sais pas. J'ai pas plus Mais d'informations. en fait, mettons dans les études, là, parce que nous, en dentisterie, quand on lit des études, ils vont avoir, mettons, ils ont pris 10 Beagle, ils ont détartré, là, ou ils n'ont pas détartré, puis là, ils vont utiliser une c'est un liquide qu'ils vont mettre dans la bouche du chien. Il y a des tags fluorescents là, qui vont s'attacher aux bactéries ou à une protéine quelconque là, qu'ils vont avoir ciblée. Puis là, ils vont prendre des photos de ça, puis ils vont scorer, mettons, la couverture de plaques sur les dents, puis après ça, ils vont utiliser un chew pendant 10 jours, puis après ça, ils vont scorer une deuxième fois. Fait que, en recherche, il y a des applications, tu sais, de matières fluorescentes euh, tu sais, qui sont utiles pour visualiser la plaque. Je ne sais pas si cliniquement, tu sais, pour un détartrage, c'est tu sais, c'est pertinent. Il faudrait comme acheter des bébelles de plus, là. Euh,
Normalement, c'est utilisé en recherche. Fait que je ne sais pas si cliniquement on veut s'encombrer de ça, mais ça existe. Parfait. Mais oui, c'est des blacklights pas trop compliqués, avec pas 10 000 produits, pas de problème. La personne spécifie que c'est son dentiste qui l'utilise parce Ah, que OK. c'est mieux, supposément, le biofilm, c'est le principe du jet d'eau sablonneux pour ne plus. Ah, oui, oui, oui. Quand j'ai fait message à UC Davis, il utilisait ça. Ça fait du sort partout. Puis supposément que c'est plus doux. Dans le fond, ça polit les dents d'une façon un petit peu plus douce qu'avec les pâtes à polir. Le problème, c'est qu'en humaine, ils se sont rendus compte que le polissage, tu sais, ça blessait notre émail, mais l'affaire, c'est que nous, on vit 80 ans puis on se fait détartrer 2 fois par année. Fait que, tu sais, on va avoir 160 détartrages dans nos vies. Tu sais, nos patients ne se rendront pas là. Fait que, tu sais, s'il y en a eu 10, ça va déjà être un miracle. Donc, de polir les dents, c'est mieux. Plus doucement. Commençons par avoir des détartrages à chaque année sur tous les patients, puis après ça, on ira pousser mieux notre technique. Mais oui, probablement que ça serait idéal. Euh, mais là, tu sais, avant de changer ce que tout le monde utilise, etc., je pense qu'on n'est pas rendu là. Mais si vous voulez vous équiper de ça, je veux dire, j'aurais aucune objection, mais tant mieux pour vous. On a la question, est-ce que tu vas avoir le temps de passer sur le dossier de l'affûtage des curettes? Euh, Pas tant, et de toute façon, je suis pas bonne. Je me souvenais de cette discussion-là, de la vidéo qu'on avait partagée à l'époque de ta tech, je pense. Oui, c'est Mélissa, là, mon ancienne tech, Mélissa Marquis, qui est encore, tant qu'à moi, je pense la meilleure que affûter mes instruments. Puis, en fait, elle offre deux choses. Elle peut aller dans votre clinique pour montrer à vos techs comment affûter les choses. Puis, elle offre aussi que vous pouvez lui envoyer ses instruments puis elle les affûte. Puis, elle fait aussi des ciseaux et autres bidules. Euh, donc, c'est elle la reine de l'affûtage que je connais. Sinon, elle a même vécu en général à chaque année un TP qui ne donnait pas par mois, qui montre comment affûter, mais je veux dire, j'ai écouté les vidéos, je suis capable, tu sais, d'entretenir mes instruments d'une façon adéquate, là, mais quand même, je trouve qu'une fois par année, de les envoyer, se faire affûter professionnellement, ça fait toujours du bien. Euh, Il y a deux personnes qui parlent d'une formation sur Communivet qui est très bonne. ah, Oui. cool, ben, je vais aller regarder ça. Je suis membre comme je pense bien, fait que Oui, c'est gratuit. Communivet, c'est gratuit oui, pour c'est tout. ça. Fait que, bon, je vais mettre ça dans ma liste de choses à faire. Parce que je veux dire, je connais le geste, je connais le principe, il faut utiliser de l'huile, il y a plusieurs types de pierres. Tu sais, ça va, mais quand vient le temps de le faire, là, oui, mais peu importe, si vous, soit vous faites affûter des instruments professionnellement une fois, de les affûter à chaque fois, vous allez avoir une job beaucoup plus facile que si vous attendez de les avoir utilisés 10 fois puis qu'ils sont vraiment émoussés puis que là, vous essayez de retrouver l'angle dans lequel ils étaient, là. Fait que, au pire, partez-vous avec une pro ou quand ils sont neufs ou peu importe. Mais faites-le à chaque fois, c'est vraiment moins difficile. Puis vous avez juste 2, 3 coups à donner là, pour redonner l'angle. C'est comme nos couteaux de cuisine, là. Je veux dire, si tu les passes à la queue de rat à chaque fois, c'est beaucoup plus tu vas garder un couteau affûté plus longtemps que de jamais l'affûter, puis après ça, d'être obligé de l'envoyer faire par des pros. Il y a quelqu'un qui demande les coordonnées de Mélissa Marquis. Écoutez, on va lui demander son autorisation si on peut partager son Ah, courriel. je l'ai. Ah, OK. C'est son sideline, là. Ah, OK. Oui, oui, c'est pas une Non, faveur qu'elle fait, là, ben, c'est, elle en si tu fait. l'as là, mais on peut aussi, je peux aussi le mettre dans l'infolette qui va suivre, là. Ouais, c'est pas compliqué, c'est TSA dentisterie, il me semble. Elle a fait ça, short and sweet, hein. TSA Dentisterie à Euh, commercial quoi? TSA point dentisterie. Attends, je vais le... Je suis en train d'écrire Point tsa.dentisterie.com. dentisterie à gmail.com. C'est pas compliqué. Donc, tsa.dentisterie@gmail.com. Oui. Elle s'appelle Mélissa. Ah bon, tu vois. Hein? On règle ça, pas de problème. Elle peut soit aller en clinique, vous ben, le montrer à votre tech ou vous. D'ailleurs, je vais probablement lui envoyer ma nouvelle tech parce que j'y ai montré moi-même, puis j'étais comme. Puis elle peut aussi vous affûter vos instruments. Puis c'est ça, elle a une meule. Là, j'ai envoyé justement un de mes petits ciseaux pointus que j'adore, mes petits Goldman Fox. Il y en a une probablement que dans le transport, là, il s'est cogné. Puis sa pointe est
est un crochet maintenant, fait qu'il est inutilisable, fait que j'ai appelé Mélissa à la rescousse pour voir si elle pouvait me le récupérer. Et voilà. Petite plug pour Mélie. Ah oui, OK. Sachez, parce que ça aussi, des fois, c'est mon dernier point, là. Euh, OK. Fait qu'on a les stades de maladies parodontales. PD2, on commence à avoir de la perte osseuse entre 1 et 25 de notre hauteur de notre racine. Je vais en parler plus en détail à vécu. PD 3, c'est 25 à 50 puis PD 4, c'est 50. Normalement, plus que 50 devrait partir. Puis sinon, entre 0 et 50 on peut nettoyer la racine des dents pour les sauver. Donc, c'est ce qu'on appelle un surfaçage radiculaire. En gros, c'est un détartrage de la racine. Donc, si on a une belle surface saine sur laquelle on a enlevé toutes les bactéries et les produits de dégradation bizarres, les fibroblastes, le ligament va pouvoir venir se réattacher. Il va se faire une cicatrice, mais les tissus peuvent venir se réattacher à la dent et combler la poche qui existe. Donc, on appelle ça un surfaçage radiculaire. C'est démontré en humaine de façon très exhaustive euh, qu'à partir de 5 millimètres de poche, on est nul pour les détartrer parce qu'on ne visualise pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, 4 millimètres et moins, on peut y aller à l'aveugle juste avec notre ressenti puis détartrer les poches. À partir de 5 millimètres, probablement qu'on va laisser du tartre derrière et donc les chances que cette poche-là guérisse et se remplisse avec une belle cicatrice sont beaucoup diminuées parce qu'il reste des bactéries, puis du tartre, puis du schmutz. Donc, si on a une poche de 5 mm et qu'on veut sauver la dent, je vous recommande de faire ce qu'on appelle un surfaçage radiculaire ouvert. Encore, c'est un grand mot que personne n'a jamais vu. En gros, ça consiste à faire un lambeau comme si vous alliez extraire une dent, visualiser la poche. Là, vous détartrez avec votre détartreur et votre piégeot dans votre plaie, mais là-dedans, parce que là, vous voyez ce que vous faites et vous êtes capable de faire une job très, très, très clean. Et ensuite, vous resuturez, vous refermez votre lambeau avec la dent toujours en place. Et on devrait charger pour ça, évidemment, parce que là, on fait de la chirurgie, ça commence à être des soins plus avancés pour sauver une dent, mais ça ne demande aucun matériel particulier en clinique. Vous avez besoin d'une curette et d'un scalpel, vous avez tout ça. Euh, et puis, donc, je vous encourage à le faire. Euh, des fois, on le fait d'emblée dans le sens que si vous avez, par exemple, une nef mandibulaire que vous voulez sauver, vous extrayez la 10, mais là, votre site d'extraction de la 10, là, il est ouvert, la 10 est partie. On voit bien ce qui se passe là, au distal de la racine de la nef, là. C'est le moment de mettre vos loupes là, vous n'envoyez pas d'air parce que vous avez un site d'extraction, là, mais vous tamponnez, vous regardez s'il reste du tartre sur le dos de la nef, là. C'est le moment de prendre une curette puis de tout bien nettoyer ça. Vous avez fait un surfaçage radiculaire ouvert. Puis là, vous refaites une belle suture, vous fermez la gencive bien serrée, elle est bien enveloppée dans son lit, puis il y a des chances que cette poche, elle, guérisse. Fait que c'est sûr que si vous ouvrez un lambeau juste pour faire ça, vous devriez facturer en conséquence. Mais probablement qu'on en a tous, je les ai fait, mais qu'on ne savait pas que ça s'appelait de même. Fait que voilà. Je regarde les petits commentaires. Mélissa, elle se déplace, normalement, elle va charger un frais, là, fait que c'est à voir avec elle, là, mais d'après moi, oui. Ben, en fait, ça me fait vraiment plaisir que vous me demandiez ce que je pense des détartrages sans anesthésie. En fait, j'ai eu envie de vous retourner la question. C'est quoi la différence entre ce que nous, on fait, ce que je viens de vous présenter, puis un détartrage fait par la toiletteuse? Si un client vous demande ça, là, vous avez tous les outils pour répondre. C'est quelqu'un qui veut me faire son pitch? Fait qu'on a ici aucun nettoyage sous-gingival. Fait, puis la maladie est où? On a aussi. Le party, là, c'est en dessous de la gencive que ça se passe. Fait que de détartrer les couronnes, ça n'a aucun impact sur la santé orale de ce patient-là. À part peut-être de diminuer les ulcères de contact de sa joue, là. Mais on... Premièrement, mettre un instrument pointu dans la bouche d'un animal, ça me dépasse. Mais deuxièmement, l'enjeu, c'est en dessous du sulcus, puis encore plus dans les poches. Donc, si c'est pas là qu'on... Puis on n'a pas fait de radio, on n'a pas fait d'examen, je veux dire, c'est pas un vrai travail, là.
Non, Fearfully, oui, je vous imagine essayer de tenir le chien pour faire ça. Je trouve ça bien drôle dans le petit vidéo, là, mais je voulais juste vous montrer ça ici. Donc ici, avec ma sonde, vous ne voyez pas, là, mais j'avais une petite poche de 2 millimètres à peu près. Puis on voit qu'il y a une petite récession, puis un petit peu de tarte en dessous de la gencive ici. Puis là, ben, on fait un surfaçage radiculaire fermé. On a détartré avec notre curette, notre piezo. Puis on a une belle dent. Mais cette dent-là, elle a 100% de chances de se stabiliser puis de se guérir, puis que cette poche-là, elle n'existe plus l'année prochaine quand que ce patient-là va être évalué. Fait on a juste détartré une petite poche de 2 millimètres. On a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais vous avez empêché de causer l'extraction de cette grosse neuf-là chez ce patient-là. Fait que, je veux dire, les techs qui font les détartrages, là, vous sauvez des dents. Vous faites énormément de bien aux patients, puis il faut se rappeler de ça et de l'importance de ce qu'on fait. Ouais, ça fait des faux sentiments de sécurité, ça, je suis d'accord, parce que les dents ont l'air super belles, hein? Mais là, sans dessous, il crie à l'aide. C'est pas lui le méchant dans l'histoire, je sais. On a un prix à recommander pour un surfaçage radiculaire ouvert. Moi, j'ai un prix de lambeau. Puis mon lambeau, il est 200 pièces. Ben là, c'est sûr que là, vous allez dire que c'est lambeau de spécialiste. Ben, de pas spécialiste, là, mais en tout cas. À la fac, qu'est-ce on chargeait au temps? Je me rappelle plus c'était quoi le prix. Je me demande s'il serait pas dans le guide tarifaire. Faudrait voir. Mais tu sais, moi, je le facturerais comme du temps de chirurgie. En fait, c'est plate. Parce que si vous le facturez comme du temps de chirurgie, ça va coûter aussi cher que l'extraction. Puis là, les clients vont se demander pourquoi vous ne l'avez pas juste extrait. Mais bon. Mais en réalité, quand on pense à l'effort et au jus de cerveau que ça nous a demandé de faire ce geste-là, ben, c'est non négligeable et le prix devrait refléter ça. Fait que là, il faut voir. Est-ce qu'on suit le marché? C'est comme les dents décidues que je sais que je charge pas assez cher, mais parce qu'en clinique, les gens chargent 30$ pour ça, je peux pas charger 400. Mais est-ce que c'est plus facile d'extraire une dent décidue qu'une autre dent? Non. Fait que, bon. Mais votre surfaçage radiculaire devrait compter comme du temps de chirurgie. Combien de temps ça prend? J'aime ça, cette question-là, pour un étartrage chat, petit chien, grand chien. Euh, un grand chien là, qui a du tact, là, ça peut être 1 heure et demie facile. Tu sais, pas faire le tour de tout ça, là. Fait que, tu sais, ça devrait pas coûter 200 $ là. C'est long, là. Puis encore là, petit chien, ben, si c'est juste un détartrage des couronnes, ben, c'est facile. Mais si vous faites des surfaçages radiculaires, même fermés, ça demande du temps de faire ça à votre technicienne. Puis s'il y a 15 poches à faire, même si c'est juste des poches de 3 là, mais le temps de faire le tour de ça, là, ça va t'avoir pris 45 minutes, peut-être 1 heure, facile. Fait que, tu sais, si vous avez des niveaux de détartrage, là, tu sais, ça pourrait être ça, là, tu sais, détartrage 1, 2, 3, mais quand on commence à détartrer plusieurs poches, c'est long, je veux dire, si on le fait comme faut, on sait que si on laisse du tartre derrière, ben, on n'a rien accompli parce qu'il n'y a pas de chance que la gencive va guérisse. Fait que c'est soit tu le fais méticuleusement ou tu le fais pas pantoute. Puis de le faire méticuleusement, mais ça prend du temps. Euh, Fait qu'un petit chien qui a des surfaçages, ça aussi, ça peut prendre 1 heure et demie facile. Un chat, c'est moins long, il y a moins de dents. Puis on fait moins de surfaçage en général parce que souvent, on dirait que c'est tout ou rien, là. C'est soit que tu enlèves la dent, les petites poches sont tout petites. Mais mettons, un chat en santé détartré, ça, c'est pas bien long. Je dirais 1 demi-heure max. Euh, mais un petit chien ou grand chien, 1 heure et demie, je suis pas flabbergastée de ce temps-là quand il y a beaucoup de tarte et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a des tâches, il y a toutes sortes d'affaires, là. Ça peut être long. Comment vous facturez? C'est drôle. J'ai plus envie que vous répondiez en vous, comment vous facturez vous autres. Tu sais, moi, je facture un prix fixe parce que avec les communications, surtout que moi, je passe par vous pour dire le prix au client,
comme j'essaie de pas rappeler le client 15 fois pour changer le prix. Fait que moi, je me suis mis un prix fixe, puis le détartrage, c'est ça, puis c'est tout. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des cas que ça prend 30 minutes, puis il y a des cas que ça prend 1 heure et demie, puis le patient, que ça y a pris 1 heure et demie, ben, tu sais, il y a eu un cadeau, puis il le sait pas, là. Mais probablement qu'il y a de mettre des niveaux, ce serait au minimum, là. Tu sais, soit vous facturez vraiment votre temps fixe, 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 puis c'est ça, ou vous mettez 1, 2, 3, un peu comme la NES, là. Faites-vous à la minute ou vous faites des blocs. C'est à vous de décider, là. Moi, j'aime mieux les prix fixes parce que ça facilite les communications, mais c'est la seule raison. Fait que c'est-tu la bonne réponse? Je sais pas, mais c'est plus facile de dire, regarde, ça va être ça, puis that's it. Puis c'est un peu comme les OVH. Je veux dire, je suis sûre que vous avez des OVH qui sont plus longs que d'autres, mais à un moment donné, vous dites, ben, le prix d'un OVH, c'est ça, puis il y en a que c'est plus court, puis ben, tant mieux pour vous, puis il y en a que c'est plus long, ben, tant mieux pour le patient. Puis au final, vous savez que ça s'égalise, là. Fait que c'est à vous de faire le choix. Est-ce qu'on fait des prix fixes? Est-ce qu'on fait des blocs? Si on se facilite la vie, puis savoir que peut-être que les patients qui c'est moins long payent pour les patients qui sont les plus longs, ou bien on facture vraiment tu sais, sur mesure au cas par cas, là. Je pense pas qu'il y a de bonne réponse, là. Ah, je suis d'accord. Faut pas qu'on soit en bonne mille pour des tartrages radio à Nest et tout, là. Je veux dire, c'est une demi-journée au mieux, là. Euh, Est-ce que ça arrive de faire des cultures d'identification des germes? En fait, c'est que plus je lis d'articles sur l'identification des bactéries dans la bouche, plus je me rends compte qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Parce qu'avant, on cultivait les bactéries, il y avait certaines sortes, puis là, les gens ont émis des théories. Il y a 4 théories de la bouche, là. Encore une fois, si vous faites un board en dentisterie, on s'en reparlera. 4 théories de la maladie parodontale, puis donc les bactéries, comment elles se comportent, puis comment elles influencent la santé. Mais depuis que le PCR a été inventé, là, on se rend compte qu'il y a 2000 espèces de bactéries dans la bouche. Puis, on est capable de corréler, de dire, OK, on voit certaines bactéries dans les cas graves, puis on voit certaines bactéries dans les cas sains, mais on ne sait pas nécessairement c'est-tu la présence de cette bactérie-là ou c'est la bactérie qui a colonisé une fois que la poche était profonde puis que l'environnement avait changé. Puis on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'associations de bactéries, qu'une bactérie méchante tout seul va pas nécessairement causer la maladie, mais quand elle a ses partners de ces deux autres sortes, puis qu'il y a des petits trios ensemble, là, ça va faire plus de maladies chez un patient. Fait que, honnêtement, avant qu'ils fassent le ménage à dents, qu'ils nous disent qu'ils savent où ils s'en vont avec ça, là, j'ai comme un petit peu mis ça de côté. Puis encore une fois, je mets sur le détartrage. Le détartrage, c'est mécanique comme antibiotique, vous tuez tout. Fait que je m'en vais pas là-dedans. Je sais que le docteur Dumais avait sa petite théorie là, qui était son petit projet là, de regarder s'il y avait des spirochètes. Parce que ça, c'est une des bactéries qui est en général présente quand il y a de la maladie, mais on ne sait pas si elle est présente, mais si elle l'a causée. En tout cas, fait que lui, il traitait, mais comment je dirais, he's on to something. Je pense que ça a un mérite, mais je pense que avant de justifier des interventions auprès de tout le monde, puis une vraie recommandation, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, Est-ce que j'ai perdu ma modératrice? Adore. Si je le voyais, je voulais pas couper ton fil, là, ça allait bien. Là, on rentre dans le microbiote, puis les germes, là, c'est un autre gros domaine, j'ai l'impression. Ouais. Fait que c'est ça. J'attends qu'il fasse le ménage, là. Puis on va continuer à pousser les patients à se rendre sur notre table et à les détartrer. Tu sais, je veux dire, les 3 quarts des patients, on les voit même pas, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a du travail à faire avant de faire le fine-tuning, de dire qu'on pourrait aller. Tu sais, la base n'est pas là encore, là. Faut déjà faire rentrer dans la tête des gens qu'il faut des détartrages à chaque année sur tous les patients. Déjà, on va faire énormément de bien à énormément de patients en faisant ça. Euh, je vais juste remonter vite, vite. Est-ce qu'il y a une façon d'aider un début de lésion de résorption chez le chat? Non, si elle a commencé, ça va progresser. C'est progressif et irréversible. Donc, même si c'est juste une petite lésion, que ce soit une petite lésion ou une grosse lésion, ça ne change rien. C'est entamé. Euh, L'avantage des détartrages en considérant les risques anesthésiques reliés au détartrage annuel. Ça en est une bonne. J'aimerais ça que Val soit là pour qu'on puisse débattre de ça. Euh,
Bon, premièrement, l'anesthésie n'a pas de risque cumulatif. OK? Fait que moi, souvent, j'explique aux gens, c'est comme prendre ta voiture. C'est sûr que tu as plus de chances d'avoir un accident d'auto quand tu es dans ta voiture que quand tu es dans ton salon. Mais à chaque fois que tu embarques dans ta voiture, elle ne tient pas compte du fait que tu étais dans la voiture hier puis avant-hier ou pas. Tu sais, je veux dire, ton risque d'avoir un accident d'auto n'est pas plus grand à chaque fois que tu embarques dans ton auto. Peu importe combien de fois tu l'as pris cette semaine, tu sais. Donc, oui, il y a un risque anesthésique à chaque fois, mais il n'est pas décuplé. Tu sais, je veux dire, il s'additionne pas d'une anesthésie à l'autre. Euh, je pense que l'inflammation et l'infection et la douleur chronique chez nos patients dans leur bouche est 100 fois pire que le risque de faire un détartrage annuel, même s'il faut endormir le patient 15 fois dans sa vie. OK, mon chat, il était endormi, peut-être pas, il y a 16 ans, mais peut-être pas 16 fois, mais 12 fois. Puis, je lui ai offert une belle bouche propre dans sa vie, là, puis une belle bouche sans douleur. Et je suis très heureuse de mon choix. Puis je peux vous dire qu'il y a 16 ans puis qu'il joue comme un chaton. Est-ce que c'est à cause de sa bouche? Peut-être pas juste ça, là, mais je suis certaine que ça fait une énorme différence dans la santé des patients. Et pour moi, s'il n'y a pas de risque anesthésique propre, là, tu sais, s'il n'est pas cardiaque ou tu sais, c'est pas une maladie épouvantable, là, je pense que les bienfaits d'avoir une cavité orale en santé et saine et libre de douleur vaut 1000 fois le risque anesthésique. Ça, dans ma tête, il n'y a aucun débat là-dessus. Je suis certaine qu'on fait plus de bien à nos patients. Puis même s'ils sont malades, puis que le risque anesthésique est plus grand, encore là, je suis pas convaincue qu'on fait une bonne chose de les skipper, ces patients-là. Le nombre de fois où ce que je me suis ramassée en clinique avec le chien de 16 ans avec le souffle 6 sur 6, puis il est sur le Pimo, puis sur le furosémide, puis tout ça, puis il y a un abcès dentaire, puis là, il faut y aller en urgence. Puis on est au pied du mur avec un candidat anesthésique épouvantable parce que ça fait 5 ans qu'on ne le détarde plus. Mais quand il était en Advil B2, là, il était encore un candidat à l'anesthésie. Puis, je veux dire, moi, mon patient, il est rénal, mon chat, il est rénal stade 2, là, il flotte avec le 3 là. Est-ce que je vais l'endormir encore pour faire ses dents? Oh que oui. Parce que je suis certaine que d'avoir une infection dans sa bouche, ça nuit assez. Donc, puis, bon, Val n'est pas là pour me le dire, là, mais Val et Fred, ils vont endormir n'importe quoi, OK? Je veux dire, s'il faut y aller, il faut y aller. Si les gens veulent se payer un anesthésiste ou un service d'anesthésie en clinique, c'est maintenant possible dans une clinique près de chez vous. Fait que, il y a tant qu'à moi, là, il n'y a pas de frein à offrir une belle bouche en santé à nos patients à cause de l'anesthésie. Là, c'est it's a non-issue. Si je peux me permettre, pour les services d'anesthésie, je pense Oui. que c'est méconnu, mais Valérie Fortin, la TSA certifiée, qui est aussi tech spécialisée, là, je pense qu'on n'a pas le droit de traduire le titre, là, mais pour le bien de notre ce webinaire est en français, là, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Elle offre le service via Yvette Mobile d'aller vous assister en anesthésie. Elle est en contact avec Dr. Rousseau-Blas. Ils font le protocole ensemble pour le patient. Fait que c'est vraiment un service complet. Fait que si vous voulez vous lancer dans une dentisterie pour un cas que vous trouvez à risque, mais sachez que Valérie est là pour vous. Elle se déplace aussi. Donc, je sais que Frédéric est quand même très chargé là, avec il y a beaucoup de clients, mais Valérie est là aussi pour vous aider. Puis Fred, il dit lui-même, le docteur Rousseau-Blas, là, il dit est aussi bonne que moi, elle en fait Oh oui, moi, exactement. ça me stresse pas là, que ça soit juste Val. OK, elle en sait 100 fois plus que moi en anesthésie, là. Euh, je veux dire, c'est quand même un Cadillac, puis Fred est au téléphone constamment. Puis avec ils ont un petit logiciel aussi, elle l'utilise, là, Somnivette. Je pense qu'il peut voir à distance, là, tu sais, sa feuille de paramètres et tout, là. Fait que vous êtes bien servi. Fait que si je veux dire, vous pouvez le faire par moi, là, mais si vous êtes à l'aise de faire la procédure chirurgicale, que ce soit dentisterie ou ça pourrait être autre chose, mais que c'est l'anesthésie qui est le pépin, ou si le client veut simplement, c'est ce qu'il y a de mieux, là, vous pouvez tout à fait l'offrir elle peut venir faire juste l'anesthésie pendant que vous faites la procédure quelconque sur les patients. C'est super accessible, c'est vraiment le fun. Puis eux autres aussi, ils se promènent de Gatineau, puis Québec, puis ouais, il n'y a pas de problème. Puis sachant que même dans les centres, il n'y a pas toujours un anesthésiste, puis qu'il y a beaucoup de télémédecine qui se fait anyway, tu
sais, je veux dire, moi, d'avoir Val en personne avec Fred au téléphone, là, je pense qu'on peut pas être plus équipé que ça, là. Elle amène tout son monitoring, etc., là, fait que vous êtes en business. Si je peux me permettre un petit commentaire sur les points sur les coûts qui ont été discutés. Oui. Vous savez, malheureusement, c'est un gros sujet d'actualité depuis plusieurs mois. Je passe relativement, quand même assez de temps dans les groupes Facebook de propriétaires d'animaux et je vous dirais que tout ce qui est pris ces temps-ci, c'est vraiment, je regardais en fin de semaine, là, c'était pour, je pense, une euthanasie de chat, c'était dans le groupe Chat du Québec, là, c'était inflammatoire, là, la discussion qu'il y avait là. Donc, c'est important, ça fait longtemps qu'on le dit, là, d'expliquer, mais je pense qu'il faut pas, il faut l'expliquer. Quand le client paye pour la facture, il faut qu'il soit capable de se souvenir deux, trois éléments que quand il va se ramasser dans une discussion, dans un groupe Facebook, il va être capable de mettre ces deux, trois éléments-là qui vont différencier le prix. Parce que là, actuellement, surtout pour les détartrages, là, ou les extractions, c'est épouvantable, là. Le nom d'une personne. Moi, mon chat, ça m'a coûté 1 600. Moi, mon chat, ça m'a coûté 800. On n'a aucune idée de ce qui a été fait. Fait que moi, personnellement, ce que je trouve qui a un impact pour moi, c'est si vous vous dites, mon Dieu, on a passé 3 heures, disons 3 heures, là, je lance un chiffre, là, mais on était 3 personnes pendant cette procédure-là qui a duré 2 heures de temps. Je pense que tout le monde, la majorité des gens ont travaillé ou ont un travail et sont capables de faire un calcul mental de OK, là, tu sais, c'est un cas qui a suscité quand même pas mal de soins puis qui a eu beaucoup de personnel autour de mon animal. Parce qu'actuellement, ce qui retient, on dirait que c'est trop technique puis ils vont juste avec un prix. Puis là, ben, c'est comparé des pommes avec des oranges, là. Fait que c'est très triste de voir comment les prix sont galvaudés actuellement, puis ça fait que ça mélange les gens encore plus, puis ça crée encore plus de tension, malheureusement. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je mets les photos dans mon rapport. Je mets les photos avant-après puis les radios avant-après. Je comprends que ça prend peut-être une petite demi-heure là, de taponnage de vos techs à créer ce document-là, là, mais ils sont pas obligés de les comprendre, les radios, mais ils sont capables de voir qu'il y avait une dent, puis que là, il y en a plus, puis que les racines sont enlevées au complet. Puis là, tantôt, puis tu dis racines enlevées, blablabla. Ils comprennent pas nécessairement ce qui s'est passé, mais ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Fait que ça peut être aussi peut-être un truc, parce que dans la bouche, hein, ils voient pas qu'est-ce qui se passe. Puis Exactement. vos points de suture, ils les verront pas, là. Fait que les photos en gros plan, puis les radios, je trouve que ça aide à faire passer, à justifier qu'il s'est passé quelque chose dans ce patient-là. J'avais une clinique à Phoenix, eux autres, ils passaient même la charte d'Anès avec le client. Ils disaient, on a regardé la température, on a regardé la pression, on a regardé la saturation. Ils savent pas c'est quoi une saturation, ils savent pas c'est quoi une capno. Mais là, ils savent que la feuille, elle a 10 000 colonnes, puis il y a des chiffres partout, puis quelqu'un a travaillé fort, là, tu sais. Fait que, faut essayer de faire valoir ce qu'on fait de prix que ça. Moi, ce que j'aime beaucoup faire là, quand je dois développer du marketing pour des clients, là, c'est que j'en parle à des gens comme mon conjoint qui n'est pas du tout dans l'industrie vétérinaire. Mm. Puis je vois où il y a une petite lumière dans ses yeux. Puis là, ah, ça, il comprend ça. Parce qu'il ne comprend pas, il n'est pas du tout dans le domaine médical. Puis c'est de pratiquer puis de voir avec votre entourage ou avec des gens qui sont très à l'air pour vous dire ça, là, moi, ça me touche pas. Oui, ça me parle. Puis de réussir à packager cette information-là le plus succinct possible. Vous commencez avec les. Puis après ça, si vous voulez aller dans les détails, mais il faut vraiment taper ce clou de ben ça. Pour moi, c'est le nombre de staff puis la durée du temps. Moi, personnellement, en tant que cliente, ça me parle plus. Mais faites vos tests avec les gens autour de vous. Il y a plein, plein de domaines. On se fait ramasser en médecine vétérinaire actuellement, là, puis ça en est fâchant, mais je pense que les gens ne comprennent pas l'étendue de nos connaissances, les coûts d'opération, l'équipement qu'on doit avoir. Fait qu'on se fait. Puis oui, il y a quelqu'un qui disait de sensibiliser les reporters, là. Écoutez, c'est de la sensation aussi, là, pour eux, c'est très payant faire des articles comme ça qui sont partagés puis tout le monde chiale. Donc, j'en doute qu'ils vont. La preuve, c'est que Univette souvent est demandé ben, pratiquement tout le temps, Univette est interviewé, puis leurs propos sont rarement retenus. Pourquoi? Parce qu'ils sont nuancés, puis fait qu'ils cherchent beaucoup, beaucoup les propos inflammatoires, puis les grosses déclarations, puis on se ramasse avec des pharmaciens, puis un peu tout le monde qui viennent mettre l'huile sur le feu. Fait que c'est pas facile, mais je pense que malheureusement, on en a encore un petit bout pour passer à travers de ça.
Là, il y a des commentaires. Disons, nous, on fait des rencontres avec le client après dentisterie pour détailler l'estimé, informer le client, le pourquoi il paye, le genre de fluide, les radios, les blocs. Il semble comprendre qu'il y a beaucoup d'étapes. On en profite pour faire un bilan sanguin aussi. Comme ça divise le coût total de la facture. Ouais, si vous n'avez pas envie d'imprimer les radios puis tout, moi, je dis la place à Phoenix, là, que je pense qu'ils mettaient vraiment beaucoup voyons, l'emphase sur le service à la clientèle, là. Tu sais, quand le client il venait chercher son chien à la fin de la journée, là, tu sais, il y avait un PowerPoint où il montrait les radios. Puis là, ah, regardez, tu sais, c'est dans là, puis là, il voit que c'est gros, que, tu sais, c'est dans l'os, que, tu sais, ils sont pas obligés d'avoir tout compris, mais tant qu'ils ont compris, c'était compliqué. Ben là, ils comprennent que la facture, ben, ça reflète ça, tu sais. Fait que, il y avait vraiment une petite visite là, avec la photo du chien, les photos avant-après, puis les radios, puis vous en faites, ça coûte cher, mais montrez-les. Puis tu sais, je veux dire, des photos, là, un téléphone, ça fait job, là, comme on a tout ça. Parfait. Est-ce que tu as couvert tout le contenu? Oui. Super! Donc, vous savez tous c'est quoi un surface radiculaire ouvert? Fait que là, à la MVQ, je vais pouvoir passer vite là-dessus. Donc, ben, premièrement, merci, José, Oui, pour j'ai dépassé mon temps beaucoup, beaucoup. ben non, mais c'est toujours comme ça, mais la preuve, c'est que les gens restent. Donc, merci beaucoup pour ta générosité, pour ton temps. Un petit rappel, le prochain webinaire aura lieu le 21 avril avec Valérie Fortin. On va parler d'hypothermie, la détection, la gestion et les conséquences de l'hypothermie sur vos patients lors des anesthésies. Je vais vous envoyer donc le lien de ce webinaire qui va être sur YouTube. Je vais vous envoyer le lien ainsi que l'invitation pour le Zoom que vous allez pouvoir vous inscrire. N'oubliez pas, vous pouvez venir voir le kiosque d'Yvette Mobile au Oui. congrès de la NBQ. Et puis, c'est ça, j'ai oublié, on va avoir des petits, tu sais, au lieu de vous donner des petits cossins, là, on va avoir des petites cartes. Si j'ai bien compris, ça va être plastifié, mais c'est des petites cartes avec des paramètres normaux pour l'anesthésie. C'est Valérie et Frédéric qui ont développé ça pour vous. Fait que passez au kiosque, vous allez pouvoir avoir un exemplaire qui va vous suivre en tout temps. C'est sous forme un petit peu de, tu sais, comme une carte d'affaires, là. Fait que un petit aide-mémoire super pratique. Quelle bonne idée. Un petit rappel que dans les prochaines semaines, on va lancer Timeless, donc une plateforme de soumission des requêtes électroniques. Vous allez pouvoir voir vos rapports, voir l'évolution, tout ça à travers la requête. J'en dis pas plus, c'est juste pour le mettre sur votre radar. Et puis, y a-t-il autre chose? Ben, écoutez, José, congrès de la MVQ, n'oubliez pas, vendredi, 5 heures, elle vous attend pour vous parler de l'aide à prendre une décision, extraire ou pas extraire. Ça, c'est le vendredi, 17 heures. Allez la voir, puis venez nous voir au kiosque. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. choses? Maman Stera survit. Ah oui, la plante, on a oublié de faire la plante. Ben, là-bas, là, mais elle a arrêté d'essayer de mourir. Fait que merci à ceux qui m'ont. J'ai reçu des courriels par après, là. Donc, assez stabilisé. Fait que voilà, je suis très Parfait. heureuse. Pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, il y avait une plante que José avait fait un appel à l'aide dans un début de webinaire que sa plante était en train de mourir. Puis il y a deux personnes de la communauté vétérinaire qui ont tendu la main et qui l'ont aidé à sauver cette plante. Donc, c'est Je pas suis bien juste le heureuse. bien-être C'est animal. ma préférée. Bon. Et pour finir ma question, si vous saviez, là, je pense mon épitaphe, quand je vais mourir, ça va être écrit et elle détestait les certificats de formation continue. Si vous saviez le nombre de communications que j'ai à ce sujet. Donc, on n'émet pas de certificat de formation continue. J'envoie une attestation qui est différente, une attestation de formation continue. Ça fonctionne pour l'OMVQ, mais cette formation-là n'est pas reconnue par la TSAC. Donc, pour les vêtes, je vais vous envoyer ça. Puis pour les techs, ben, malheureusement, vous ne pouvez pas le mettre dans le dossier. C'est pas que c'est l'ACSAC qui refuse, mais c'est tout un processus. Vous savez, ces formations-là sont gratuites. Donc, c'est tout le processus qu'on décide pour l'instant de ne pas faire parce que ça prend des sous et ça prend aussi du temps de gérer toute cette paperasse-là. Et pour l'instant, on n'a pas un système automatisé parce que derrière toute attestation, il y a une petite madame, en l'occurrence Bibi ici, qui doit les générer.
Fait que ça devient coûteux, puis ça prend du temps, puis c'est long. Donc, c'est pour ça que je fournis des attestations et c'est pour les vêtements. Donc, un jour, ça va arriver. Fait que Sur vous ce, sortez les épitaphes, puis moi, c'est genre, s'il vous plaît, je veux un signalement quand vous me parlez d'un patient. Et maintenant, le nom. et le nom est le... Donc, merci à tous. Oui, oui. L'intelligence artificielle, là, ça fait bien des affaires, mais Bon, oui, ils ça fait pas sont des pas affaires utiles, à encore. part les dessins, là. Ouais, générer des PDF, l'envoyer aux bonnes personnes, là, ça, c'est les étapes que ça fait pas encore. Ça peut créer le texte du certificat, mais ça ne génère pas les certificats. Moi, je rêve que l'intelligence artificielle va gérer le trafic. Ben, la journée que ça va faire ça, là, on s'entend, là, je pense que 50% du monde n'ont plus de job, là, parce que tu sais, ça va, c'est de la job d'admin, là. Donc, on veut ça, mais pas trop vite non plus. Parfait. Donc, ben, je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci. Vous êtes vraiment, écoute, ça continue. Vous J'essaie êtes hardcore, là, il est presque 9 heures. ben oui. Donc, merci à tous et on se revoit au kiosque de la MVQ ou bien le 21 avril où on se revoit sur YouTube. Merci encore, José, c'est super apprécié. Bienvenue. Je sais pas comment j'ai fait cette présentation en 45 minutes la dernière fois quand je l'ai faite, mais bon, OK. Ben, t'as des questions, tout ça. Fait Tout que, à fait. J'aime on mieux l'attend interagir. ici. Bon, ben merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée.